Hello maman, je suis Rebecca et je te souhaite bienvenue sur Balance ton accouchement. Maman d'un petit garçon et complètement bouleversée par la maternité, je te propose de retrouver ici chaque semaine un ou plusieurs nouveaux récits d'accouchement avec des mots authentiques, sans filtre et sans tabou. L'occasion de partager, d'apprendre et peut-être même de guérir autour de ce grand moment qu'est l'accouchement. Alors si tu es prête, c'est parti! Alors bonjour, merci beaucoup de me rejoindre pour ce nouvel épisode du podcast. Pour commencer, est-ce que tu pourrais te présenter, s'il te plaît, en me donnant ton prénom, en me disant combien d'enfants tu as et quel âge ils ont ou il a, et puis en ajoutant tout ce que tu aurais envie. Alors, bonjour, merci à toi déjà de m'accueillir dans ton podcast. Je m'appelle Julie, j'ai 34 ans, j'ai un petit garçon de 20 mois bientôt, et puis je suis enseignante, voilà. Ok, très bien. Alors super. Eh bien écoute, je vais te poser déjà la première question que je pose à chaque fois. Est-ce que tu avais pensé accouchement dès le début de ta grossesse? Est-ce que c'est quelque chose qui te stressait ou pas spécialement? Alors, ouais, j'y pensais évidemment, notamment parce que je me sentais pas capable d'accoucher. C'était une peur, je sais pas trop. Je faisais une fixette sur la respiration, comment savoir pousser. Je me disais que j'étais incapable de faire ça et Ok. que voilà, je me disais bah ça sera pas possible. Mais je me suis dit bon, de toute façon, c'est naturel. Il y en a d'autres qui sont passés avant toi, qui ont réussi. Pourquoi tu n'y arriverais pas? Donc je me suis mis ce challenge en fait. Je me suis dit, tu accoucheras par voix basse, ça va bien se passer, tu vas y arriver. Et puis bah, si ça doit pas arriver comme ça, bah, ça n'arrivera pas par voix basse. Et puis voilà, ça sera un accouchement sous césarienne s'il le faut. Ok, ouais, donc tu pensais, mais sans forcément peut-être une grosse pression non plus Alors là-dessus. peut-être un petit peu au début, mais en fait, ouais, ça a été. En fait, on a mis 2 ans déjà à tomber enceinte avec mon Ok. conjoint. On habitait en région parisienne à l'époque. Et donc c'était c'était fin confinement, premier confinement, donc en 2020. Et on cherchait à partir de la région parisienne. Et quand mon conjoint a eu sa mutation, on s'est dit, ben, vas-y, on se lance, on arrête la contraception et on essaye de lancer le projet bébé. Et bah, évidemment, ça a pris plus de temps que prévu. Et ça a pris au total presque 2 ans, ouais, avant que je tombe enceinte. Ok. Donc, on était passé par un parcours PMA, on était parti voir des spécialistes, des gynécologues qui nous avaient fait tous les examens de la PMA. Donc, pour mon conjoint, c'était le spermogramme, je sais plus si c'est spermogramme ou spermographe. Et puis, bah, moi, j'avais frottis, tous ces trucs-là. Et puis, une hystérosalpingographie, donc Oh, une le radio fameux. des trompes de Fallope. Donc, un petit truc pas agréable du tout. Ouais. Et puis, bah, les résultats sont tous revenus positifs. En fait, on n'a jamais trouvé ce qu'on avait. Et en fait, on nous a annoncé le 25 janvier 2021, du coup, non, 2022, pardon. Ouais. On nous a annoncé que bah, voilà, on ne trouvait pas et que fallait penser à des inséminations artificielles. Et bon, moi, j'étais pas trop pour. Je me disais, bon, voilà, si ça vient pas naturellement, c'est que, bah, voilà, c'est pas fait pour arriver, quoi. Ouais. Et je me laissais 6 mois. Je me disais, bon voilà, je profite de cet été, voilà, je vais voir des amis, machin, et puis voilà, on verra dans 6 mois. Et en fait, à ce rendez-vous, j'étais enceinte et je ne le savais pas. Mhm. Et donc, Comme souvent quand même, hein, c'est l'anecdote qui ouais, revient quand même. c'est ça, c'est ça. Donc, le 26 ou le 27 janvier, je crois, je fais un test de grossesse. Évidemment, je n'y crois absolument pas. Je me dis, mais non, c'est pas possible. En fait, ça fait 2 ans que tu Ouais. essayes, que non, tous les mois, tes règles reviennent, donc il n'y a pas de raison que ça soit vrai. Et puis, du coup, j'en ai refait un le lendemain en me disant, non, mais il y a un bug sur le test, c'est pas possible. Et je dis rien à mon conjoint, du coup, je dis rien. Voilà, je pars au boulot le vendredi matin, je m'en souviens, avec en tête que bah, je suis enceinte, mais comment l'annoncer? Et en revenant du boulot, du coup, le soir, je lui ai annoncé que j'étais enceinte. Et évidemment, on a passé notre week-end sur un petit nuage, quoi. Et oui, forcément. Ouais. Ok, d'accord. Donc, ouais, donc un début de grossesse, mine de rien, surprise quand même, malgré 2 ans d'essai, au Ben final, oui, vous ne c'est ça, trouvez c'est pas. qu'on n'y croyait plus, quoi, vraiment. Bah, alors, 2 ans, c'est rien finalement quand on y pense et quand on écoute d'autres Oui, personnes qui sont oui. passées par la PMA Et qui quand ont on est plus. dedans, c'est long. Oui, c'est ça, c'est quand on attend, l'attente est là.
plus, bon, ça faisait déjà 15 ans qu'on était ensemble avec mon conjoint. Donc, voilà, vraiment. Puis l'horloge biologique, mine de rien, pèse quand même, hein. Voilà, j'avais 32 ans à ce moment-là. Je me disais, bon, bah, peut-être que voilà, ça ne veut plus marcher à cause de ça. Et puis, bah, voilà, quoi. Mais c'est vrai qu'on entend tellement de choses que forcément on se pose des Ouais, c'est questions. ça. Tu te montes la tête pour un tout et un rien, quoi. Ouais, ok. Et alors, du coup, comment se passe ton début de grossesse? Comment ça va? Bah écoute, nickel. Franchement, alors une grosse fatigue où je faisais des siestes alors que je suis pas du tout quelqu'un qui fait la sieste. Je rentrais du boulot, je me mettais au lit et je dormais, quoi. Vraiment, mais voilà, pas de nausées, voilà, pas de maux de grossesse à part. Bon, j'avais des nausées, mais pas de vomissements. Et en fait, dès que je mangeais un petit peu, voilà, ça passait. Donc, franchement, un Ok. début de grossesse, nickel, quoi. Ouais, ok. Mm. Et du coup, bah voilà, comment se poursuit ta grossesse? Comment ça se passe? Alors, bah, du coup, le premier trimestre, on fait le choix de dire, de rien dire à la famille. Voilà, on se dit, voilà, le fameux premier trimestre où il faut attendre au cas où il y a une fausse couche. Alors, on s'y était préparé, on s'était dit, bon, bah voilà, de toute façon, on sait que s'il y a une fausse couche, en général, c'est que voilà, le bébé n'est pas viable. Donc, voilà, on s'y prépare, mais voilà, on essaie de pas trop y penser non plus, parce que sinon, tu t'arrêtes de vivre, évidemment. Ouais. Mais donc, du coup, le premier trimestre, on le passe rien que à deux de le savoir. Finalement, peut-être à l'exception d'une seule amie qui savait qu'on était en PMA, voilà. Tout ça, en fait, c'était pour nous, c'était notre concon et on en avait parlé vraiment à personne. Ouais. Et donc, du coup, arrive l'échographie du premier trimestre. C'était le 19 mars 2022, du coup. Et en fait, on devait la faire quelques jours plus tard à la base. Et mon beau-père devait venir nous voir ici. Maintenant, on habite sur Nantes. Il devait venir passer le week-end chez nous. Et donc, du coup, on voulait lui annoncer que j'étais enceinte, évidemment. Ouais. Donc, on a avancé un petit peu la T1 en se disant, bah voilà, euh, on pourra annoncer avec une échographie, tout ça, vraiment pour voilà, annoncer le truc vraiment dans les règles de l'art, on va dire. Ouais. Et, Ok, euh, et donc, on fait l'échographie du terrain le vendredi matin. J'avais choisi une clinique privée sur Nantes. Et donc, j'étais avec une sage-femme. Tout se passe bien. Le bébé, voilà, on voit le bébé pour la première fois, évidemment. On a les larmes aux yeux. On voit qu'enfin, moi, je me rends compte enfin que je suis enceinte parce que c'est vrai que le premier trimestre, j'ai un petit peu eu du mal à me dire, t'es enceinte. Je voyais mon corps qui commence à changer, mais pas tant que ça. Donc c'est vrai ouais. que sur le coup, j'avais un petit peu du mal à... Peut-être pas un déni de grossesse, mais voilà, il y avait un petit déni de ma part qui se disait, bah non, t'es pas enceinte. Donc je Et vois, t'avais pas fait l'échographie de datation qui parfois rassure un peu non, aussi? j'avais pas fait d'échographie Ok. de datation en fait, parce que bon voilà, on est assez cartésien et on s'était dit, voilà, on va faire le peu d'échographies possible, ces trois Ouais. échographies recommandées, on fera les trois, et puis voilà. Donc on a fait cette échographie avec la sage-femme. Et on voit donc ce petit haricot de 5 centimètres dans mon bidou. Et voilà, on était sur notre petit nuage. Et puis à un moment, voilà, elle passe sur le ventre du petit. Et mon conjoint lui dit, ah, bah, c'est quoi qu'on voit là? C'est le cordon ombilical. Puis je dis, bah non, en fait, c'est pas le cordon ombilical, c'est ses intestins. Mais vous inquiétez pas, vous êtes à 11 semaines. J'étais à 11 semaines, un petit peu plus de 11 semaines d'aménorrhée. Donc, elle nous dit, elle nous rassure, elle nous dit, bah non, vous inquiétez pas, c'est ses intestins qui ne doivent pas être encore complètement rentrés dans son ventre, mais c'est pas grave. On reprogrammera un rendez-vous d'échographie avec une de mes collègues sages-femmes parce qu'elle n'était pas disponible à ce moment-là pour voir si tout s'est résorbé dans un mois. Donc voilà, on finit l'échographie, elle essaie de faire la clarté nucale, elle me dit que bon, voilà, elle n'y arrive pas bien parce que le bébé n'est pas dans la bonne position, donc elle me fait sortir, elle me fait aller au centre commercial à côté prendre un café et revenir en sautillant pour que le bébé bouge un petit peu, elle prend la clarté nucale et puis on s'en va de ce rendez-vous positif en fait, on se dit bah voilà, ses intestins sont pas totalement rentrés, mais voilà, il n'y a pas mort d'homme, ça peut Oui, il n'y a rien arriver. d'alarmant à ce stade-là, C'est quoi. ça, il n'y a rien d'alarmant à ce moment-là. Donc voilà, on passe notre week-end à appeler la famille pour annoncer bah, que les grands-parents vont être grands-parents et que Oui, forcément. voilà, c'est ça. Donc voilà, Ok. une T1 pardon, qui se passe plutôt bien en fait, hein. Vraiment, Oui. on en garde un excellent souvenir, quoi. Ok. Et du coup, un mois plus tard, vous repartez faire une échographie du coup de contrôle.
Eh ben même pas en fait, parce que donc ça c'était le vendredi et Ok. le mardi, alors comme je suis enseignante, il y avait des conseils de classe au boulot, donc je finissais un petit peu plus tard. Et je monte dans ma voiture pour rentrer à la maison et la sage-femme m'appelle, je vois un appel de la clinique, donc je décroche. Et elle me dit, ah, je suis désolée, j'ai pensé à vous toute la soirée, bah, tout le week-end. J'ai re-regardé vos clichés. Je suis quand même pas rassurée par rapport à cette histoire d'intestin. Donc, j'ai réussi à vous dégoûter un rendez-vous avec une gynécologue spécialiste pour jeudi. Donc, 6 jours après la première échographie, quoi. Ok. Donc évidemment, je rentre du boulot toute tremblotante, pardon, parce que bah, là, je me dis, en fait, s'il y a un problème, quoi. Oui, oui, forcément. C'est facile de rassurer, c'est normal, c'est classique, hein. On m'appelle quand Mm, même en fin de journée pour me programmer une écho 3 jours plus tard, mm. quoi. Ouais, c'est ça. Puis me dire, oui, j'ai pensé à vous ce week-end, je me suis dit, pensez à vous aussi un Ouais. petit peu quand même, madame. Mais ouais, puis du coup, bon, voilà, je suis rentrée à la maison, j'en ai parlé tout de suite à mon chéri. Et évidemment, premier réflexe, je vais sur Internet, je tape le nom de la gynécologue et je vois grossesse pathologique, quoi. Ok. Donc ouais, ça a été coup de massue. Mais bon, voilà, on ne s'est pas non plus trop inquiété, quoi. On allait à ce rendez-vous et on ne savait pas trop ce qu'on allait nous annoncer parce que autant j'avais regardé un petit peu sur Internet les intestins à l'extérieur le jour de la T1 et peut-être c'est un coup de chance, mais il n'y avait pas de réseau en fait dans la clinique et donc j'ai rien trouvé. Et puis après, Ok. j'ai pas osé chercher plus parce que je me suis dit si c'est pour tout lire bah, sur Internet, voilà quoi, c'est pour se faire peur, c'est pas la peine quoi. Ouais, forcément. Internet regorge d'informations non essentielles quand même. C'est ça, c'est ça. Donc bon, pourtant je suis plutôt du genre à aller beaucoup voir sur Internet, mais là je l'ai pas fait et donc on est allé à cette deuxième échographie de T1 quoi, finalement Ok. le jeudi avec ce gynéco spécialiste qui a été très sur le coup très comment silencieuse quoi. Tu vois, elle faisait ses petits clichés, elle regardait, elle reprenait toutes les mesures qui avaient déjà été prises quelques jours plus tôt. Et puis, elle finit son échographie et elle nous invite à son bureau. Et là, voilà, le diagnostic tombe et elle nous dit, bah voilà, votre bébé, je suis désolée, mais il a ce qu'on appelle un laparoschisis. Ok. Et donc, du coup, bah voilà, nous, laparoschisis, on n'a jamais entendu parler de ça. Qu'est-ce que c'est que ça? On dit, bah voilà, ses intestins sont pas dans son ventre. Elle nous dit, c'est pas une malformation, c'est ce qu'on appelle un accident embryonnaire. Ça arrive très, très, très tôt dans la grossesse. En gros, ça arrive à 5 semaines d'aménorrhée, donc au moment où tu Ah fais ton oui. test de grossesse, quoi. Ok, ouais, c'est ça. Et, ouais, et donc, elle nous explique que voilà, les intestins passent par un tout petit trou à côté du nombril, à côté du coup du cordon ombilical. Et parfois, d'autres organes peuvent en sortir aussi, notamment le côlon, parfois parfois, pardon, l'estomac. Chez les petites filles, parfois, il y a aussi les ovaires, je crois, qui peuvent sortir par ce petit trou. Ok. Et donc, elle nous explique ça. Moi, évidemment, je m'effondre. Mon conjoint, lui, bon, je sens qu'il a la gorge serrée, mais voilà, il prend sur lui pour poser les questions que moi, je n'arrivais pas à poser, quoi. Et elle nous explique que voilà, c'est très bien pris en charge, parce que moi, la première question, ça a été, mais est-ce qu'il faut que j'avorte? Est-ce qu'on doit Et faire oui. une IMG, quoi? Parce que comment un fœtus peut grandir in utero, comme ça, sans intestin à l'intérieur de son ventre? Et donc, elle nous dit non, non, vous inquiétez pas, pas besoin d'avorter, c'est très, très bien pris en charge. C'est un cas sur 5000 pardon, donc ce qui n'est pas énorme. Mais voilà, au CHU de Nantes, c'est 3-4 par an à peu près. Donc, les médecins connaissent bien. Ça va être une grossesse écourtée, une grossesse qu'on arrête à 36 semaines d'aménorrhée, Ok. donc à la limite de la prématurité. Et voilà, le bébé est pris en charge dès la naissance pour réintégrer les intestins dans la paroi abdominale. Et puis bah voilà, quoi, on apprend tout ça d'un coup. Donc voilà, gros coup de massue. On se dit mais qu'est-ce qu'on a fait en fait pourquoi ça nous Ouais. arrive à nous? Bon voilà, on souhaite que ça arrive à personne évidemment, mais on se pose mille et une questions. Qu'est-ce qu'on a fait de mal? Comment c'est arrivé? Donc elle nous explique qu'en fait aujourd'hui on ne sait toujours pas comment c'est arrivé, comment ça peut arriver en fait ce genre de maladie parce que il y a très peu de recherches parce que c'est très bien soigné. Ok. C'est très bien pris en charge. Donc voilà, un cas sur 5000, c'est rare, certes. Alors, il y a certains qui parlent de un cas sur 10 000, ce qui est encore plus rare finalement.
Mais voilà, ça sera environnemental. Les recherches, le peu de recherches qui ont été menées, en général, c'est des jeunes mamans, très, très jeunes mamans, avec un passif de toxicomanie, d'alcoolémie, et j'en Ok. passe. Donc, bon, je ne rentrais absolument pas dans les cases. Et donc, du coup, bah, c'est vrai que ouais, ce jour-là, par contre, c'est clair que le petit nuage, il était plus là, quoi. Ouais. Et là, du coup, et donc on part directement sur un accouchement déclenché un peu tôt Mm. et deux, une opération à quelques minutes de vie au final. Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, je me souviens lui avoir demandé aussi, du coup, bah, tu vois, ta première question sur penser accouchement, je me suis dit, ça y est, mon challenge d'accoucher par voie basse, c'est mort, quoi. Jamais ça n'arrivera. Et elle me dit, ah non, non, vous inquiétez pas, en fait, il y a 50% de chances que ça soit une voie basse et 50% de chances que ça soit une césarienne. Alors, on est Ok. tombé un peu des nues quand même, parce qu'on s'est dit, mais comment on peut faire passer un bébé par voie basse avec les intestins en dehors? Elle Oui. nous a dit, si, si, ça se fait, et il n'y a pas de contre-indication, mis à part voilà, urgence vitale au moment de l'accouchement. Et puis Oui, comme d'autres tous les facteurs, enfants au évidemment. final. Oui, c'est ça. Donc en fait, Ok. vraiment, là, pour le coup, c'était un peu rassurant. Et puis, elle nous a expliqué que bah, voilà, j'allais devoir être transférée au CHU et plus dans cette clinique parce que bah, c'était une clinique de niveau 2 et qu'il fallait être transféré en niveau 3 quoi. Ouais, ok. Voilà. D'accord. Et oui, et du coup, toi, du coup, ta grossesse se poursuit comment au final? Est-ce que tu as plus de contrôle? Est-ce qu'il y a des choses qui sont interdites, autorisées? Comment ça se passe? Alors, tout est autorisé, hein. Il n'y a pas de contre-indication. Par exemple, au rapport sexuel, il n'y avait pas de Ouais. contre-indication pendant la grossesse. Par contre, j'avais pas le droit d'être à plus de 20 minutes de chez moi, en gros, quoi. Parce que s'il y avait Ok. une urgence, il fallait que je sois prête à monter dans ma voiture et aller au CHU. Donc, j'avais Ouais. pas le droit de partir en vacances. Nous, on n'est pas du tout de la région, donc on a notre famille un peu partout en France. Donc, on ne pouvait pas passer du temps avec notre famille alors que bah, j'étais enceinte. On Ouais. n'habite pas très loin de la plage, mais c'est à plus de 20 minutes, donc bah, finalement, on n'allait pas à la plage non plus. Donc ouais, c'était un peu casanier comme grossesse et très suivi, très 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 suivi. Au début, si je te dis pas de bêtises, j'avais une échographie par mois. D'accord. Et puis, à partir de 28 semaines d'aménorrhée, c'était 2 monitorings par semaine à la maison, plus un monitoring au CHU par semaine aussi. Ok. Donc, ça faisait 3 monitos par semaine finalement. Euh, donc, j'en avais un le lundi à la maison, un le mercredi au CHU et un le vendredi à la maison. Et, Ouais. euh, et puis bah voilà, pas de contre-indication non plus. Nous, on voulait en préparation à la naissance faire de l'aptonomie, donc il n'y avait pas de contre-indication non plus là-dessus, parce que bah, comme c'est beaucoup de gestes à toucher le ventre, on a un peu peur aussi de toucher le ventre. On se disait bah, Mm. peut-être qu'on va faire pire que mieux, quoi. Ouais. Donc non, globalement, bah, mis à part que c'était très 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 suivi, pas de contre-indication plus que ça, quoi. Ok. Ok, d'accord. Et du coup, donc, tu te prépares quand même à un accouchement en voix basse au final. Bref, je me dis que de toute façon, enfin, au début, tu vois, le premier jour, évidemment, quand on nous a posé le diagnostic, bah, je pleurais toutes les larmes de mon corps, quoi. Vraiment, je me disais que on n'avait vraiment pas de chance, que ce bébé n'avait rien demandé, quoi. Ouais. Bah, heureusement qu'on est deux, quoi, qu'on est deux parents, parce que c'est vrai que du coup, mon conjoint, tout de suite, il m'a dit, bon, allez, bien, on va aller changer les idées, on va essayer de voir les choses positives. Déjà, on a appelé la famille pour leur annoncer que malheureusement, il y avait ça. Et puis, on est allé se manger une glace en centre-ville, on est allé faire un petit peu de shopping pour le bébé en se disant, bah voilà, on va acheter des choses pour Préma parce qu'il va pouvoir porter du Préma finalement, cet enfant. Oui. Donc voilà, on essayait de voir le positif. En tout cas, mon conjoint essayait de voir le positif et moi, j'ai essayé d'absorber le positif. Mais c'est vrai que ce jour-là, c'était un petit peu compliqué. Et puis même dans le magasin d'enfants, quoi. Des fois, j'arrive à me changer les idées. Puis d'un seul coup, je repensais à tout ça. Je me disais, mais comment ça va se passer? Parce que c'est une épée de Damoclès, en fait, qui est constamment au-dessus de ta tête et tu sais pas trop comment ça va se passer. Parce qu'en en fait, à environ 15 semaines d'aménorrhée, on a été du coup convoqué au CHU par un chirurgien viscéral. Donc, il nous a reçus pour nous expliquer ce que c'était le laparoschisis, nous expliquer encore une fois que c'était pas une malformation, mais qu'il y avait un cas sur 5000 qui savait bien soigner tout ça. Et il nous a aussi dit en fait que
Ben, jusqu'à la naissance, en fait, on ne savait pas que si le bébé serait viable, en fait. Ah, ok. Parce que on est très suivi pendant cette grossesse et si c'est déclenché à 36 semaines, c'est parce qu'au troisième trimestre, surtout à la fin du troisième trimestre, le liquide amniotique devient plus acide et donc du coup, ben, commence à attaquer les intestins qui n'ont rien à faire là et donc les intestins ont un risque important de nécrose. D'accord. Et en fait, du coup, bah, la naissance, c'est un petit peu la surprise, quoi. C'est qu'aux échographies, il y a des échographies régulières, mais aux échographies qui sont en noir et blanc, tu peux pas voir une nécrose parce que bah, c'est noir et qu'une échographie, bah, c'est noir et blanc. Donc, Ouais. ils peuvent voir un petit peu la souffrance fétale, ils peuvent voir si c'est un petit peu dilaté, mais la nécrose, ça, ils le voient qu'à la naissance. Et donc, à la Ok. naissance, si jamais ces intestins sont nécrosés, bah, il faut en couper une bonne partie et ça peut faire des séquelles à vie, en fait. Donc, on nous a dit, voilà, c'est 9 chances sur 10 que tout se passe bien, mais il y a quand même cette chance sur 10 que, bah, une seule chance sur 10, du coup, que ça se passe pas très bien, que le bébé décède à la naissance, que les intestins soient trop nécrosés et que du coup ça ne fonctionne pas, que le bébé il peut rester branché à une machine toute sa vie pour pouvoir être nourri. Voilà, donc c'est vraiment une grossesse où bah voilà, tu t'appréhendes, chaque jour est une victoire de toute façon Ouais. déjà et puis en plus ouais, t'appréhendes parce que tu te dis bah, en fait à la naissance à l'occasion on va me dire bah mon bébé il est pas viable quoi. Oui. Voilà. Forcément, oui. Donc ouais, c'était assez stressant. Bah, en tout cas, quand on nous annonçait tout ça, on a beau essayer de rester positif, c'est sûr que bon, il y a des moments où tu lâches un petit peu la pression quand même, quoi. Ouais, c'est compliqué, forcément. Ouais. Mm. Ok. Et du coup, donc tu arrives au terme qu'on t'a donné, du coup, à 36 semaines, tout se passe plutôt bien. Alors, tout s'est plutôt bien passé. Voilà, oui, bon. Il y avait un petit peu moi, je me souviens, la sage-femme qui venait à la maison m'a dit, ah bah ça va vous rassurer d'avoir des monitos 3 fois par semaine. Je lui ai dit, bah oui et non, parce qu'en fait, chaque monito t'appréhende un peu si bébé bouge pas bien, si voilà, si voit la moindre anomalie, tu peux tout de suite partir en urgence pour être déclenché. Donc ouais, c'était assez rassurant d'un côté, et puis d'un autre côté, tu disais, bah plus tu cherches, plus tu trouves la petite bébête, quoi. Donc Ouais. voilà, ces monitos, ils étaient voilà, ils se passaient plutôt bien. Et en fait, ce que j'ai pas dit, c'est que ben, quand du coup on était toujours suivi à la clinique privée finalement pendant toute la grossesse quasiment, parce que la gynéco du CHU qui est spécialisée là-dedans, en fait, elle était en congé. Et donc, comme elle connaissait bien la gynéco de la clinique, elle lui avait demandé si elle pouvait continuer de me suivre pendant ses congés pour être sûre d'être suivie par quelqu'un qui connaissait bien la maladie, quoi. Et donc, du coup, arrive cette dernière échographie avec la gynécologue de la clinique privée. Et nous, en fait, c'était devenu tellement habituel que ces échographies, on y allait un petit peu les mains dans les poches, quoi. Ok. C'était normal. Bon, on allait voir notre bébé, c'était cool, voilà. Puis en plus, la gynéco était vraiment gentille. Donc, du coup, on était contents, quoi. Ouais. Et donc, du coup, on va à cette échographie. Et à l'échographie, on sent qu'elle n'est pas pareille que d'habitude. Voilà, elle nous dit qu'on était à 30 semaines d'aménorrhée à ce moment-là. Elle dit oui, bon, je crois que les intestins sont en train de se dilater. Je vois pas de souffrance fétale, c'est ça qui me paraît un peu bizarre. Soit les intestins commencent à s'abîmer, soit c'est son côlon qui est en train de commencer à sortir aussi par ce petit trou. Ok. Ah oui. Et donc, du coup, bah, pareil, c'était un vendredi encore une fois. Et comme je te dis, on y allait un peu dans les mains dans les poches parce qu'on était en train de se prévoir notre petit resto juste après l'échographie, quoi. Et là, Ouais. elle nous dit, ah bah non, en fait, je vous fais une lettre et vous allez directement aux urgences de la maternité au CHU. Ah oui, ok. Donc, bah, on va à la maternité, on va à ces urgences, pardon. On me branche sous monito, le monito est nickel. On me dit, bon, bah, on va devoir vous hospitaliser sur le week-end, mais pour l'instant, bah, écoutez, on voit pas trop d'urgence, donc rentrez chez vous, préparez-vous une petite valise, voilà, faites-vous un petit bain avant de revenir, vous reviendrez vers 18 h. Et à ce Ok. moment-là, on vous mettra en chambre et puis vous serez voilà, sous monito 3 fois par jour pour voir si le bébé est en souffrance fétale. Parce que la gynéco du CHU revenait de congé le lundi, du coup, et moi j'étais hospitalisée du coup le vendredi soir. D'accord. Donc ils m'ont dit, voilà, vous serez au moins hospitalisé jusqu'au lundi pour que cette docteure puisse vous faire votre échographie. Et puis bah, si tout va bien, on poursuit la grossesse, et sinon, bah non, quoi.
Donc voilà, je me fais hospitaliser ce vendredi. On me fait ces fameux monitos 3 fois par jour pendant tout le week-end. Et évidemment, bah, tu vois tous les médecins de garde, tu vois des sages-femmes, plein de sages-femmes différentes. Directement, on parle de césarienne. On me dit, bah voilà, en plus, vous êtes à 30 semaines tout pile, il faut qu'on fasse les piqûres de corticoïdes, c'est urgent. Vous allez rencontrer l'anesthésiste parce que c'est possible que lundi vous partiez en césarienne et tout. Franchement, j'étais vraiment pas bien, quoi. En plus, ouais, on avait un peu tous les sons de cloche parce qu'en fait, t'avais une sage-femme qui me disait, ah bah non, les laparoschisis, c'est forcément des césariennes. Puis t'en as une autre qui me disait, ah bah non, moi j'en ai déjà fait, c'était par voie basse. Et du coup, je savais plus qui croire, en fait. Je me disais, mais on me balade depuis le début, je sais pas trop où donner de la tête, quoi. Vraiment, c'est qui dois-je croire, en fait. Et donc, et à un moment, un médecin rentre dans la chambre, j'étais en pleurs, il me dit, mais madame, vous allez pas bien? Je dis, ah, non, en fait, comment voulez-vous que j'aille bien? Vous me dites plein de trucs, là, vous me dites que je vais devoir accoucher prématurément, que mon bébé, ses intestins commencent à s'abîmer. Euh, donc, bah non, je vais pas bien, quoi. Donc Ouais. finalement, comme les fréquences cardiaques et tout ça, les monitos sont plutôt parfaits, il y diminue petit à petit pour m'en faire qu'un seul par jour. Arrive le lundi. Le lundi, on me dit que voilà, la docteure est revenue de congé, mais que bon, voilà, elle a des urgences à faire et puis elle a du boulot à rattraper de ses congés. Et le lundi soir, bah, j'ai toujours pas fait l'échographie, quoi, finalement. Ok. Donc, Mais t'es toujours hospitalisée au final. bah oui, et du coup, bah, j'étais là. En plus, on habite vraiment pas loin. Je me disais, mais qu'est-ce que je fais là? En fait, c'est pour me faire un monito. Je veux dire, j'ai ma sage-femme à domicile. Elle saurait me les faire, les monitos. Qu'est-ce que je fais à l'hôpital alors que je serais mieux chez moi, quoi. Et puis, bah, surtout, je me disais, on me dit que voilà, le laparoschisis, d'une minute à l'autre, tout peut basculer. Et puis bah, là, ça fait 3 jours que je suis là, qu'on me parle de césarienne, d'accouchement prématuré, machin chose. Et puis finalement, je suis toujours là et on ne fait pas mon échographie, quoi. Ouais. Donc le mardi, finalement, vers 15h, on vient me chercher en me disant, bah, c'est bon, vous êtes prête pour l'échographie. Donc je descends l'échographie pour que finalement, ça soit pas le docteur qui me fasse l'échographie, que ce soit une sage-femme. D'accord. Je me dis, bon, ok. Elle est quand même venue checker, jeter un œil et tout ça pendant l'échographie pour me dire que, bon, en fait, tout allait bien, quoi. Qu'en fait, c'était en effet le côlon qui s'était extériorisé aussi avec les intestins, qu'on pouvait bien le Ok. reconnaître parce qu'il n'avait pas une forme d'intestin, qu'en plus, on voyait les premières selles de bébé à l'intérieur. Donc voilà, ils n'avaient pas d'inquiétude parce que finalement, pas de souffrance fœtale et pas de nécrose a priori, mais un côlon en plus à l'extérieur du ventre, quoi. Ok. Donc ça, c'était à 30 semaines d'aménorrhée. Et ça complique un peu les choses ou pas spécialement au final? C'est pas le scénario idéal, quoi. Ouais. C'est pas le pire scénario, mais c'est pas le meilleur non plus, quoi. Donc bon, Ok. évidemment, un gros stress encore en plus jusqu'au bout de la grossesse, quoi. Mais bon, Ouais. j'étais contente déjà d'être passée les 28 semaines. Parce que justement, pendant ce rendez-vous avec le chirurgien au premier trimestre, non, au début du deuxième trimestre plutôt, il nous avait dit que ça pouvait arriver que parfois ce petit trou à côté du nombril qu'on appelle le collet, ça peut arriver parfois qu'il se ferme et en fait, ça fait effet coupe-cigare. Et donc, du coup, ça coupe les intestins et en général, on peut rien faire à part une IMG, quoi. Parce que Ok. voilà, il nous a dit qu'un bébé qui naît avec les intestins coupés, voilà, il peut survivre, hein, mais pas vivre Ouais. correctement, et serait branché une machine tout le reste de sa vie. Donc en général, quand ça arrivait, ben, il préconisait l'IMG. Et en fait, c'était arrivé à une dame et son bébé, du coup, 2 semaines avant que j'ai ce rendez-vous. Et elle était à 28 semaines. Donc, ouais, j'appréhendais beaucoup mes 28 semaines. Je me disais, si tu dépasses les 28 semaines, il y a moins de risques et tout ça. Alors qu'en fait, pas du tout, hein. Le collet peut se refermer Oui. jusqu'à la fin si tu veux. Mais J'allais voilà, dire, c'est vraiment le cap 28 semaines ou est-ce que c'est toi qui t'es fixé cet ouais, objectif? ouais, c'est ça. C'était plutôt mon objectif parce qu'après, en discutant avec d'autres personnes, ça peut arriver jusqu'au bout, hein, clairement. Ok. Donc, ouais, c'était une grossesse très médicalisée, très suivie, tout ça, mais au final, une très belle grossesse que j'avais pas envie qu'on m'écourte, hein, vraiment. Ouais. J'étais vraiment très triste qu'on m'écourte cette grossesse. Je me disais que 8 mois, c'est pas assez. J'ai adoré être enceinte, malgré les échographies et les monitorings très présents. Et du coup, bah, voilà, même les médecins faisaient partie de notre vie finalement. Vraiment, c'est une grossesse qu'avec mon conjoint on est très nostalgique quand on en parle, quoi. Ouais.
Donc forcément, ça reste un bon moment. Ouais, carrément, ouais. Ok, et du coup, après ce cap des 30 semaines où on a eu ce stress et le côlon qui est sorti aussi, est-ce que tu as eu d'autres péripéties ou est-ce que tu as été au bout? Et ben non, finalement, je suis allée jusqu'au bout. Donc j'ai été convoquée le 5 septembre 2022 pour un déclenchement du coup au CHU de Nantes. Il faut savoir que j'avais en fait la gynécologue qui me suivait donc au CHU, c'était une gynécologue très professionnelle qui faisait les échographies avec elle duraient vraiment 5 minutes à tout casser. Par contre, elle Ok. était très désagréable, très très désagréable, pas du tout humaine, encore moins avec mon conjoint. Elle avait une dent contre les papas, c'était assez Ok. impressionnant. Sympa. Mais c'est elle qui avait décidé, voilà, vous accoucherez le 5 septembre et voilà, donc c'est elle qui m'avait donné cette date du 5 septembre à 8 heures du matin, convocation au CHU à la maternité, du coup, pour être déclenchée. Ok. Donc on est arrivé le 5 septembre à 8 heures, on a pris le tramway parce qu'on est vraiment pas très loin avec nos petites valises. Alors on était chargés, mais vraiment, parce qu'on m'avait dit oui, tu sais, je voulais la Swiss Ball par exemple. Il m'a dit ah, on n'est pas sûr d'en avoir le jour J, donc prenez la vôtre. Donc on avait pris la Swiss Ball dégonflée avec le gonfleur. Vraiment, on était chargés, mais comme jamais quoi. Puis j'avais pris aussi un tire-lait et tout ça. Enfin, vraiment, on avait des gros cabas. On se moquait de nous dans la maternité. Ils nous ont dit bah vous venez avec votre maison ou quoi aujourd'hui là? Mais, euh, mais ouais, on arrivait à 8 heures et donc on m'a auscultée, on a regardé si j'étais apte à être déclenchée finalement. Ouais. Et donc elle m'ausculte, elle me dit ah oui, en effet, votre col, je pense que c'est bon, ça peut le faire. Par contre, je vais appeler les pédiatres parce que comme c'est du coup un accouchement très médicalisé où le bébé doit être pris en charge très vite, faut que l'équipe soit au taquet quoi. Donc elle appelle l'équipe de pédiatres, pas moyen d'avoir les pédiatres. Elle réessaye, toujours pas moyen. Voilà, elle m'explique comment ça se passe à un déclenchement, que ça peut être très long, les méthodes de déclenchement, tout ça. Toujours pas de pédiatre en vue, donc elle nous dit bah, allez en salle d'attente, et puis dès que j'ai les pédiatres, voilà, je vous reprends avec moi. Et donc, au bout de 10 minutes, elle revient me voir, elle dit, bon, écoutez, les pédiatres apparemment ne sont pas dispo. Ce que je vous propose, c'est, bah, allez vous balader en centre-ville, parce que la mater, elle est au centre-ville, à Nantes. Allez vous balader dans le centre-ville, et puis dès qu'on a un peu plus de nouvelles, vers 11 heures à peu près, bah, je vous rappelle. Et puis, euh, et puis voilà, on verra ce qu'on fait à ce moment-là. Ok. Alors, bon, le gros stress, parce que je me dis, bon, c'est quand même le jour J, on m'en renvoie presque chez moi, on me dit d'aller me balader, quoi. Ouais. On me convoque à 8 heures et puis on me dit que je reviendrai sûrement à 11 heures. Et je dis, bon, ok, bon. Après, on est un peu en mode, si eux, comment, si eux décident qu'on peut faire ça, c'est qu'il n'y a pas de risque. Tu vois, c'est Ouais. on peut poursuivre comme ça. Donc, on va se balader dans Nantes, on s'en va à la Fnac, on achète même des bouquins. Je rentre dans un magasin de cuisine, je m'achète un mortier parce que je flash sur un mortier. Je me dis, mais tu vas te retrouver à la maternité avec un mortier dans ton sac, tout va bien, quoi. Et donc, du coup, je vais à la matinée passe, on rappelle le CHU à 11h30, parce qu'à 11h, finalement, on n'avait pas une nouvelle. À 11h30, ils me disent, ah bah non, en fait, toujours pas de nouvelles des pédiatres. Donc, ben, allez manger. Voilà, allez manger. Donc, je dis, bah, ok, donc on va au resto, on se fait une terrasse. Voilà, je commence à recevoir des SMS de la famille qui me dit, alors, t'en es où? Alors, je leur envoie mon petit plat en Au terrasse, resto. ouais, au resto. Je dis, bah voilà, on en est là. Donc, on mange, tout ça. Arrive 14h, toujours pas de nouvelles du CHU. Bon, ok. On rappelle, on réussit à avoir du coup l'infirmière qui m'avait accueilli le matin. Et elle nous dit, bah écoutez, là, en fait, il n'y a pas de place avant 18h. Donc, si vous habitez pas trop loin, bah rentrez chez vous, quoi. Ok. Voilà. Donc, tout Donc, ça pour ça. ouais, donc bah, on avait tout laissé au CHU, hein. Pour le coup, nos valises, là, on les avait laissées au CHU. Et on reprend le tram dans le sens, on rentre à la maison. En plus, bon, c'était début septembre, mais il faisait encore bien, bien chaud. Donc, je Ouais. rentre à la maison, voilà, je prends un vin, je passe un peu de temps avec mes animaux et tout. Je me dis, bah voilà, après, je sais pas dans combien de temps je les reverrai. Donc, j'étais contente de rentrer chez moi et en même temps, je me disais, mais tu étais censé être déclenché ce matin et on te reconvoque à 18h, quoi. À 17h, c'était 17h plutôt.
Et donc, du coup, bah voilà, on rentre à la maison, on fait tout ça, et puis on dépose le mortier finalement. Je vais pas à la Du coup, maternité avec le mortier et les magazines là. Et on repart à la maternité du coup pour 17h. Et puis à ce moment-là, bah, j'ai été prise en charge tout de suite. ok, On m'avait proposé plusieurs alternatives au déclenchement. On m'avait parlé des médicaments, on m'avait parlé du tampon hormonal et du ballonnet. Sachant que les médicaments hormonaux, ils en avaient plus en stock en fait, donc c'était déjà une option en moins. Et moi, ok, j'avais quand même fait un projet de naissance et je voulais que ça soit le. Alors, comme c'était déjà un accouchement très médicalisé, je voulais que ça soit le plus naturel possible. Et donc, du coup, j'ai choisi la méthode par ballonnet. ok. Donc, c'est une méthode plus mécanique, ils appellent ça. Il n'y a pas d'hormones. C'est une longue tige qu'on insère dans le vagin avec deux ballons. Il y a un ballon qui va dans le col de l'utérus et un autre ballon qui va à l'entrée du col. Et après, ces deux petits ballons, on les gonfle d'eau avec, je crois que c'était 80 millilitres d'eau par ballonnet. Et en fait, ça exerce une pression sur le col de l'utérus qui commence à avoir des contractions et donc, du coup, commence à ouvrir le col tout doucement de manière mécanique, vraiment comme si c'était naturel, quoi. Ok. Voilà. Donc, on m'a posé ce ballonnet, la sage-femme m'a posé ce ballonnet à 18h et voilà, j'ai passé la nuit à l'hôpital, du coup, dans une salle de déclenchement. Voilà. Et on a attendu jusqu'au lendemain matin. Mon conjoint avait le droit d'être avec moi, il avait eu droit à un lit. Vraiment, ils avaient été aux petits soins. Moi, j'avais entendu que du mauvais sur le CHU. C'est pour ça d'ailleurs que je voulais pas du tout accoucher là-bas à la base. Ouais. Et honnêtement, niveau accouchement, même après ça, accouchement génial et tout ça. Donc, s'il y a des gens qui nous écoutent et qui sont sur Nantes, n'ayez pas peur, le CHU de Nantes, franchement, Ça il est, va. il est topissime. Et donc, du coup, j'ai passé une nuit d'enfer avec des contractions. C'est pas des contractions violentes, mais tu sais, les contractions de règles un peu, quoi. Vraiment, une Ok. sensation de pesanteur au niveau de l'utérus, vraiment, où j'ai très mal dormi finalement. Où Ouais. j'ai passé une bonne partie de la nuit sous la douche ou à faire du ballon pour essayer de soulager les contractions. Mais vraiment, elles ont été top. Voilà, elles m'amenaient des tisanes. Dès que je les appelais, en 2 minutes, elles étaient dans la chambre. Si j'étais pas rassurée, elles me faisaient faire un monitoring pour me rassurer. Vraiment, c'était vraiment Petit top. soin. Ouais, vraiment, vraiment aux petits soins. Et le lendemain matin, du coup, à 8h, une autre sage-femme, donc la sage-femme de jour, cette fois-ci, rentre, elle se présente, voilà, elle s'appelait Dorothée. Et elle me dit, bah voilà, je vais vous ausculter, on va voir à combien votre col est ouvert, et puis en fonction, bah, on verra ce qui se passe après. Et donc, elle m'ausculte et elle voit que je suis ouverte à 4. Elle me dit, ah, Ok. franchement, c'est pas mal pour un déclenchement mécanique en si peu d'heures, franchement, c'est pas mal du tout. Ouais. Ce que je vous propose, elle me dit, est-ce que vous avez bien dormi? Je fais, oh, pas du tout, vraiment, c'est l'enfer. J'aimerais bien être en forme quand même pour le sortir, ce petit bébé. Elle me dit, bah, ce que je vous propose, c'est que je vous enlève le ballonnet, et puis si ça vous dit, ben, on pose une péridurale tout de suite. Et Ok. franchement, j'ai pas cherché midi à 14h, j'ai dit oui. J'ai dit, je Et veux me reposer. est-ce que la péridurale était obligatoire dans ton cas ou est-ce que tu avais quand même, enfin, peut-être que tu voulais pas d'ailleurs, Alors, faire sans? je me souviens pas qu'on m'ait demandé mon avis, à vrai dire. Ok. Moi, je la voulais, mais pas dans le. Enfin, parce que en fait, même si il n'y avait pas eu le laparoschisis, pour moi, en fait, la péridurale, ça enlevait une étape en plus si jamais on partait en césarienne d'urgence, quoi. Ok, Je me ouais. disais, voilà, au moins elle est posée, elle est là, et puis il y a ça en moins à penser au moment de l'urgence s'il y en a une, quoi. Ok. Donc, du coup, elle me propose la péridurale. Je dis oui. Je précise bien encore une fois parce qu'en fait, j'ai une double scoliose. Donc, j'avais très peur de la péridurale qu'on me touche la moelle épinière. Donc, je Ouais. le reprécise une dernière fois, même si bon, je l'avais déjà dit, je l'avais même réécrit dans le projet de naissance. Et pour poser une péridurale quand tu as des problèmes de dos, en fait, ils utilisent un échographe en même temps pour être sûr de ne pas piquer la moelle épinière. Ouais. Donc, à ce moment-là, ils me transfèrent en salle de naissance, une grande salle de naissance vraiment immense, avec vue sur. J'avais une belle vue sur Nantes en plus, j'avais la vue sur la cathédrale et tout, donc c'était plutôt cool. Il faisait très beau dehors en plus, donc c'était chouette. Et bon, là, elle me dit voilà, les anesthésistes en général, ils sont pas trop fans que le papa reste pour la péridurale, mais bon, je vais essayer de négocier. Et bon, elle a réussi à négocier, et donc du coup, il a pu être avec moi au moment de la pose de la péridurale.
Donc, ce qui était plutôt chouette parce que vraiment, j'avais vraiment qu'une peur, c'est qu'à un moment donné, on nous sépare en fait. Et Ouais. moi, je me disais à la naissance, pour moi, c'est primordial qu'il y ait au moins un de nous deux qui puisse suivre l'enfant. Et évidemment, ça ne serait pas moi. Et, Oui. euh, et donc, du coup, pour moi, c'était primordial que même si, par exemple, je ne pouvais pas, je sais pas, toucher le bébé ou quoi, que le père puisse l'accompagner le plus possible, quoi. Ouais, que vous soyez ensemble jusqu'au bout, jusqu'à ce que ils partent suivre le bébé, quoi. C'est ça, j'avais vraiment peur, j'avais cette angoisse de la séparation, de ce sentiment de séparation chez les enfants, là. J'avais Ouais. vraiment peur de ça, déjà que j'avais adoré être enceinte et que vraiment je communiquais beaucoup avec le bébé in utero, donc vraiment j'avais peur de ça. Et donc on me pose la péridurale, et puis bah, là s'ensuit une longue journée finalement. Ça m'a pas paru si long que ça. Mais pour eux, en fait, l'équipe médicale, oui, parce que pour eux, ils prévoyaient que j'accouche vers 17h. Donc, D'accord. ils avaient comment, réservé le bloc pour le petit entre 17 et 19h, si je dis pas de bêtises, avec tel chirurgien, quoi. Ouais. Donc, pour eux, à 17h, 17h30 max, il fallait que j'accouche. Et ça s'est pas Ok. du tout passé comme ça. Et toi, t'avais plus de ballonnet à ce moment-là. C'était vraiment tout seul que ça devait se mettre en place. Ouais, c'est ça. Le ballonnet m'avait été enlevé juste avant de Oui, petit c'est ça, avant la déjeuner et de péridurale. partir. Ouais, c'est ça. En gros, je suis restée 1 heure sans le ballonnet, entre le ballonnet et la péridurale, sans rien, quoi. Ok. Donc, ce qui est plutôt cool, c'est qu'à ce moment-là, du coup, bah, je pouvais encore marcher et tout ça, parce qu'une fois qu'il y avait la péridurale, évidemment, j'étais alitée. Ouais. Donc, ils m'ont mis sous monito, voilà, j'étais dans le lit, j'avais pas le droit de boire. Si j'avais le droit de boire, mais j'avais pas le droit de manger, évidemment. Et en plus, ce que j'ai dit, c'est que en plus de tout ça, je faisais du diabète gestationnel, Oui. ce qui m'a vraiment embêtée, puisque c'était l'été, que j'avais envie de manger des glaces, il faisait très Oui. chaud. Donc, c'était tout un système. J'ai eu de l'insuline aussi, parce que vraiment, j'arrivais pas à faire baisser mes taux alors que je faisais hyper gaffe. Ouais. Donc ouais, tout ça c'était pris en compte aussi. J'avais pas le droit de manger tout ce que je voulais parce que bah, j'imagine que tu le sais, hein, mais comment, le diabète gestationnel, le bébé peut faire certes du diabète plus tard, mais en plus c'est un risque d'hypoglycémie à la naissance. Ouais. Et nous, avec sa pathologie, évidemment, qu'on voulait pas lui rajouter Oui. ça en plus, quoi. Bah, c'était impensable, quoi. Ouais, c'est ça. Je me disais, mais non, en fait, il en a déjà assez, le petit, c'est bon, quoi, on va pas lui en rajouter Ouais. une couche. Et donc, du coup, bah voilà, la journée passe. Dorothée, la sage-femme, elle est aux petits soins avec nous. Elle fait accoucher d'autres mamans dans la journée. Et puis, à chaque fois, vraiment, on a été accompagnés tout du long. Franchement, on était rarement seuls dans la salle de naissance parce que Ouais. vraiment, on venait toujours nous voir, savoir comment on allait. Même le papa, en fait, hein, venir prendre des nouvelles du papa, lui dire d'aller manger un bout, que si jamais ça se passe pendant qu'il est en bas, que ça va aller, qu'il sera autorisé à rentrer quand même, machin. Ouais, t'as vraiment Donc une équipe vraiment, très à l'écoute, hein. ouais, vraiment super top. Et donc, alors attends, parce que du coup, on avait pris des petites notes par rapport aux horaires, parce que moi, j'avais plus trop de souvenirs de tout ça, mais heureusement, on est deux. Alors, qu'est-ce que... Ah oui, donc j'étais à 4 centimètres le matin, et vers 14h, j'étais à 6 centimètres. Ok. Voilà, donc ça poursuivait son petit bonhomme de chemin tranquillement, mais bon, 14h, 6 centimètres, sachant qu'il voulait que j'accouche à 17h, bon, ça faisait quand même Ça ric-rac, commençait à se tendre un petit peu, ouais. c'est ça. Donc, bon, voilà, j'essaie de dormir un peu, je m'assoupis un peu, je tiens au courant la famille. Et le problème, c'est que le petit, bon, il avait la tête en bas, tout allait bien, sauf qu'il ne regardait pas vers le bas, mais vers le haut. Il Ok. avait pas, voilà, il n'était pas tourné dans le bon sens. Donc forcément, il n'exerçait plus la pression, parce qu'en fait, le matin, il était dans le bon positionnement, mais il a décidé de se D'accord. retourner dans l'après-midi. Donc il faisait peu de pression sur le col de l'utérus, et donc bah, ça avait du mal à s'ouvrir. Ouais. Et donc à 18h, j'étais que à 7-8 centimètres, quoi. 18h, sachant que voilà, il voulait que j'accouche 1 heure plus tôt. Donc Ouais, ça vous commençait inquiétez pas encore, quoi. non, ça commençait à se tendre un peu. Il n'était pas en souffrance et tout. Son cœur battait comme il faut. Mais bon, moi, voilà, je commençais à fatiguer. Je me disais, j'ai pas beaucoup dormi. Est-ce que vraiment cet accouchement, ce challenge, je vais réussir Ouais. voilà, à le faire, quoi. Et donc, arrive 20h, normalement, voilà, changement d'équipe. Euh, donc, plus la sage-femme de la journée, mais une sage-femme de nuit. Et Dorothée, non, elle était vraiment déterminée, elle voulait absolument me faire accoucher. Elle m'a dit non, non, je reste. Donc elle est restée jusqu'à 20h30, je crois.
à peu près, quoi. Donc, elle a fini. Je crois Ok. que normalement, les chiffres, c'était 19h30, un truc comme ça. Et elle est venue me voir, elle m'a dit, bon, je vais devoir y aller quand même, j'ai mes enfants à la maison, je suis Ouais. désolée. Je dis, non, mais c'est pas grave, en fait, hein. Et donc, elle me présente la sage-femme qui va m'accoucher. Et là, pour le coup, c'était Aliénor, c'était la sage-femme qui m'avait posé le ballonnet la veille. Donc, je la connaissais aussi. Ok. Donc, super cool aussi. Dorothée, elle, avant de partir, avait essayé de me faire retourner le petit en me mettant à quatre pattes pardon, sur un ballon de manière assez furtive pour que le bébé se retourne. Ouais. Et ça n'avait pas fonctionné. Ok. Voilà. Et donc, Aliénor prend le relais. Elle me dit, bon, on va réessayer une dernière fois cette technique de se retourner assez rapidement pardon, pour retourner le bébé. Et à ce moment-là, je me mets à quatre pattes, on m'assoit sur le lit, et là, je sens que clairement, le bébé est en train de descendre, quoi. Je dis, j'ai mal, quoi. Vraiment, je sentais que ça poussait vraiment comme une envie d'aller aux Ok. toilettes, quoi. Vraiment Ouais. très pressante. Et elle me dit, ah bah, cherchez pas, ça y est, il s'est retourné, quoi. Ok. Donc ça, il était 20h45, un truc comme ça, parce que je me souviens avoir envoyé un message à une amie en lui disant, bah en fait, je suis encore alitée et j'ai pas encore accouché à 20h45. Et Ok. donc Aliénor me dit, bah écoutez, je vais vous apprendre à pousser. Est-ce que vous savez pousser? Je suis, bah non, j'ai fait de l'autonomie, donc on nous apprend pas à pousser, on nous apprend à nous soulager, mais pas à Ouais. pousser. Donc elle m'apprend à pousser. Elle me dit, ah bah écoutez, vous poussez bien. Ce qu'on fait, c'est que bon, je prépare tranquillement la salle. Euh, et puis, euh, et puis bah voilà, bébé va arriver, quoi. Ok. Et là, en fait, non, ça s'est agité dans la salle, mais d'un seul coup, il y a eu 15 personnes autour de nous. Et à peine 20 minutes plus tard, j'avais accouché, quoi. Ok. Et comment ça se fait du coup? Ah bah, le fait qu'il se soit retourné dans la bonne position, ça a ouvert le col et d'un seul Ah coup, ouais. j'étais à 10, quoi. Vraiment, Ok. c'était. Ouais, mais c'est pas une intervention qui était nécessaire, non, c'est juste ça s'est décanté d'un coup et C'est ça, ça c'est que fallait qu'il sorte. tout d'un coup, en fait, voilà. Et en fait, on avait commencé à me briefer un peu sur la césarienne quand même. Dorothée, avant de partir, elle m'avait Ouais. dit, bon, je suis quand même obligée de vous parler de la césarienne. Donc voilà, elle m'explique comment ça va se passer, machin. Et mais bon, moi, j'étais un peu dans ma bulle. De toute façon, je me disais, ce qui doit arriver devra arriver de toute façon. Ouais. Quoi qu'il arrive, il faut qu'il sorte ce bébé, il faut qu'il se fasse opérer. Donc, on n'a pas le choix, si c'est par voie basse ou par césarienne, tout ira dans tous les cas, quoi. Ok. Donc voilà, et juste avant de partir, Dorothée m'a même filé son numéro de téléphone, en fait, en me disant, vous m'enverrez un SMS hein, demain pour me tenir au courant, machin. Vraiment adorable. Ouais. Et donc du coup, on s'est retrouvés, ouais, une quinzaine, une vingtaine dans la salle de naissance au moment de l'accouchement. Vraiment Ok. énorme. Mais vraiment hyper bien accompagné. Donc bah, forcément, il y avait un gynéco qui était là, il y avait la sage-femme, mon chéri qui avait le droit d'être là, qui avait le droit de participer et d'appliquer les méthodes d'autonomie qu'on avait vues. Il y avait une infirmière puère, je crois, qui était à côté de moi, qui me soutenait, qui me motivait, tout ça. Ouais. Et voilà, en quelques poussées, je ne saurais pas te dire combien exactement, mais en quelques poussées, le petit, il était là. Ils ont dû quand même utiliser pas les forceps, mais les spatules parce que bah, sa tête a passé, mais il fallait la dévier un peu. Ok. Et puis j'ai eu une déchirure, une petite déchirure de rien du tout, avec 2 points. Voilà. Ok, ouais, donc quand même assez, enfin plutôt bien vécu et pas de Ouais, complications, quoi. ouais, franchement, topissime cet accouchement. Franchement, une super équipe. Et puis des professionnels de santé vraiment à l'écoute. On avait fait un projet de naissance, mais on l'avait fait plutôt pour nous parce qu'on voulait vivre ça un peu aussi comme une grossesse normale, on va dire. Ouais. Et au début, on voulait pas en faire de projet de naissance. On se disait, bah, de toute façon, ça sert à rien, il faut que ça se passe comme ça parce qu'il y a la maladie derrière. Et en fait, Ouais. on l'a fait quand même pour nous et on l'a quand même donné. Et en fait, on s'est rendu compte que ça a été plutôt bien respecté, quoi. Ok, ouais, ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais ils ont quand même Ouais, c'est ça. entendu, quoi. C'est ça. Par exemple, j'avais dit le plus possible, parce que en fait, ce qui se passe, c'est que du coup, les bébés, quand ils naissent avec les intestins à l'extérieur, tout de suite, il faut mettre les intestins dans un sac stérile, dans Ok. une poche stérile. Il faut les emballer et puis le bébé doit aller partir au bloc. Alors parfois, il y a des intubations parce que les bébés sont quand même à la limite de la prématurité. Donc, Ouais. il faut les intuber, tout ça. Et nous, en fait, il avait estimé, en fait, c'est les estimations de poids de naissance. En fait, ils prennent la taille du fémur,
ils prennent le tour de ventre et Oui, puis le tour de crâne, je crois. Et en fait, dans le cas du laparoschisis, la plupart du temps, il y a un retard de croissance in utero. Parce d'accord. que les flux dans le cordon ombilical se font bien, mais se font pas aussi bien que dans une grossesse normale. Donc, Oui, il y a un retard de croissance et bah, le ventre, comme il est vide, bah, de toute façon, il n'y a pas le bon diamètre. Donc, nous, ok. ils nous avaient estimé un bébé à 1,7 kg et finalement, il est né à 2,170 kg, ce qui Ah était oui, super parce qu'en fait, ça joue aussi beaucoup sur l'opération. oui. Il est Euh, aussi plus costaud forcément avec plus de Ouais, poids. ouais, parce que ce que j'ai pas dit du coup, c'est que quand un bébé a un laparoschisis, il y a plusieurs méthodes de réintégration du coup des intestins. Parfois le bébé est assez gros et donc du coup on arrive à lui réintégrer les intestins en une seule fois, à tout remettre dans le ventre. Oui, Et voilà. Et soit on n'y arrive pas et dans ce cas-là, en fait, ils placent les intestins, ben, ce qu'ils peuvent à l'intérieur du ventre du bébé. Et ensuite, ils prennent les intestins et les mettent dans une cheminée en silicone qu'ils appellent un Schuster, qui pose au-dessus du ventre du bébé. Et en fait, avec la gravité, les intestins se rentrent petit à petit les jours qui suivent la naissance à l'intérieur du ventre. Et après, évidemment, ok. il y a une deuxième opération, voire parfois une troisième opération quand ils n'arrivent pas non plus à le remettre encore, pour réintégrer le reste et refermer la paroi abdominale. Ouais, ça se fait bien, mais c'est quand même un sacré processus du coup. Ouais, donc voilà, la taille du bébé compte quand même pas mal Ok. pour la réintégration des intestins. Donc voilà, nous, quand le petit est né, il était petit évidemment, hein, 2 kilos, c'est quand même une petite crevette. Ouais. Ils ont emballé, alors il y a eu une espèce de flottement dans la salle, tu sais, un petit temps mort, un peu un blanc, quoi, où tu sentais qu'ils n'étaient pas à l'aise et qu'ils ne savaient pas trop quoi faire. Ok. Mais ça s'est ressenti, mais vraiment, franchement, c'était un peu comme dans un film au ralenti. T'as l'impression que ça dure super longtemps, mais en fait, ça a Ouais. duré un quart de seconde, quoi. Et alors moi, j'ai pas vu les intestins. Mon conjoint, il les a vus. Il m'a dit, bon voilà, c'était pas impressionnant non plus. C'est sûr que c'est bizarre, mais Oui, ça puis va vous encore, saviez quoi. que ça allait arriver. Du coup, bon, Ouais, c'est pas la surprise non non, plus. c'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, ils emballent les intestins dans cette poche. Et grosse surprise qu'on espérait fortement, mais qui était vraiment pas sûre, c'est qu'ils me l'ont posé sur moi. Ok. Et donc, j'ai eu droit à ce petit contact de peau à peau. Et je me souviens encore, j'avais cette blouse d'hôpital et je l'ai soulevée. Je me battais pour la soulever en position gynécologique pour pouvoir qu'on me le mette vraiment sur ma peau et pas sur cette Ouais. blouse. Et donc, du coup, et je me souviens avoir répété, mais qu'est-ce qu'il est petit, mais qu'est-ce qu'il est petit. Et donc, du coup, ils me l'ont posé. Et il y avait une infirmière puéricultrice qui était à côté de moi, qui, elle, travaillait en réanimation néonatale. Et en fait, elle nous a pris en photo avec le petit à la naissance. Ah oui, Donc, ils veulent quand même. en plus d'avoir pu le toucher et tout ça, bah, on a pu avoir une photo souvenir. Et ça, Ouais. c'était vraiment cool. Parce que, bon, tout ça, c'était dans notre projet de naissance, mais vraiment, pour nous, c'était des grosses parenthèses, tout ça. C'était vraiment, le projet de Ouais. naissance, c'était le truc pour nous, pour se rassurer, pour se dire, bah voilà, c'est une grossesse normale, quoi. Ouais, vous y croyez pas du tout. C'est ça. Et donc, du coup, bah, à ce moment-là, mon conjoint a droit d'aller de l'en... Ben, c'est pas toi qui l'as porté, je crois. Si, ah si, c'est lui qui l'a porté. Et il l'a porté dans ses bras avec ce sac plastique du coup sur son ventre. Il a eu Ouais. droit d'aller le peser. C'est là qu'on a su Ok. du coup qu'il était un peu plus lourd que prévu. Et puis après, bah voilà, il est parti avec les pédiatres et les anesthésistes pour pouvoir se faire anesthésier, intuber pour l'opération du coup du laparoschisis, qui ouais, se fait dans l'heure, idéalement dans l'heure de la naissance, quoi. Ok. Voilà. Et du coup, comment ça s'est passé, cette opération? En fait, alors en discutant beaucoup avec d'autres mamans qui ont vécu ça, nous, encore une fois, on était très bien accompagnés pendant cette attente qui peut être parfois très longue. Euh, Nous, il y avait toujours quelqu'un dans la salle pour discuter avec nous. Euh, en plus, bah, il fallait me recoudre. Donc, en fait, pendant que lui, il allait se faire peser avec son père, on m'a éjecté le placenta. Voilà, on m'a Ouais. recousu cette déchirure.
Aliénor, la sage-femme, est venue me voir pour me demander le prénom. Et puis, à ce moment-là, en fait, on avait un prénom de fille, mais on n'avait pas de prénom de garçon, on n'était pas encore sûr. Et en fait, j'avais du mal à le sortir. J'avais envie de dire, bah, demandez à son père, parce que je ne veux pas avoir la responsabilité du prénom, en fait, là, maintenant. Mais bon, en fait, et puis, ouais, du coup, en plus, comme c'est un prénom atypique que personne ne connaît vraiment, bah, tout de suite, on nous a posé des questions sur le prénom. Donc, ça a permis de aussi faire redescendre un peu la pression Ouais. de l'accouchement. Mais vraiment, franchement, vraiment en y repensant, là, j'ai pas l'impression que c'était un accouchement si médicalisé que ça, alors que ça l'était clairement. On était Oui. vraiment beaucoup dans cette salle. Et donc, pendant toute l'attente de l'opération, parce que bah, pendant cela, nous, on ne sait pas ce qui se passe. On ne sait pas si Oui. les intestins sont nécrosés, on ne sait pas si le bébé est viable, en fait. On ne sait rien de tout ça. Ouais. On appelle la famille quand même. Alors, il était 21h30 quand j'ai accouché, donc on appelle les familles pour dire que voilà, le bébé est né, qu'il est parti au bloc, que bah, dès qu'on a plus de nouvelles, on tient tout le monde au courant. Et là, au bout d'un moment, il y a une anesthésiste qui vient nous voir, qui nous dit, ah bah voilà, il est endormi, il est en train de se faire opérer. Je voulais vous féliciter parce que c'est un bébé qui est hyper zen, vraiment, avec une pathologie pareille. C'est la première fois que je vois un bébé avec une pathologie aussi conséquente, être extrêmement zen en fait dès la naissance. Ok. Et du coup, on était hyper touchés quoi, qu'on nous dise ça. Au début, on disait, mais vous êtes trop gentils avec nous. En fait, vous savez, vous n'êtes pas obligés de prendre des pincettes avec nous. C'est pas grave, hein, on est des grands, on va réussir à s'en sortir si vous nous dites la vérité. Ils disaient, ah non, non, vraiment, c'est un petit garçon hyper comment, zen. Je sais pas ce que vous avez fait pour qu'il soit aussi zen et tout. Donc, on était plutôt contents. Et puis, au bout d'un moment, bah, la péridurale commence à plus faire effet. On me demande de me lever tout doucement et tout ça. Et on me dit, bah voilà, vous allez pouvoir aller dans votre chambre. Le petit, il est arrivé en réa. L'opération s'est bien Ok. passée. On a pu lui réintégrer ses intestins en une seule fois. Il y avait bien le côlon à l'extérieur, comme on redoutait à 30 semaines d'aménorrhée. Et voilà, voilà. Là, il est en réa et tout va bien, pas de nécrose a priori. Et puis voilà, quoi. Ok. Et donc, ouais, en Donc, fait, donc le temps que toi tu te remettes de l'accouchement, lui était en train de se faire opérer et vous êtes remonté quasiment en chambre en même temps. Enfin, pas dans la ouais, même c'est chambre, ça, mais c'est ça. Et alors, franchement, je n'ai aucune idée de combien de temps ça a pris. Parce que vraiment, comme on a été accompagnés, qu'on a appelé les familles, tout ça, vraiment, le temps m'a pas paru si long que ça. ouais. C'est vrai que quand je discute avec d'autres mamans qui ont eu des bébés Laparo, j'ai vraiment, elles ont toutes eu cette impression que le temps était long et il l'était, hein, clairement, hein. Parfois, c'est Oui. plus de 4 heures et tout ça. Mais nous, on n'a pas eu du tout cette impression. Alors, d'après le papa qui me fait des signes, apparemment plutôt 2h30 à peu près, pour notre Ok. cas. Donc, on est monté en chambre et ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'à Nantes, en fait, ils ont un service pour les mamans hospitalisées sans leur bébé. Parce que ça, c'était D'accord. une grande appréhension aussi pour moi, c'était d'être dans une chambre à côté d'une maman avec un bébé ou dans Ouais. une chambre voisine avec un bébé, quoi. Et non, pas du tout. Donc, on est arrivé dans cette chambre, on nous a proposé un plateau repas chacun. On a eu le droit de manger tous les deux, Ah même mon oui. conjoint. Ouais. Et puis, on m'a dit, bah voilà, quand vous êtes prête, vous venez en fauteuil roulant et puis on vous emmène en réanimation pour voir votre bébé. Ok. Et donc voilà, on est monté en réa avec cet infirmier qui nous a emmenés et qui était très gentil aussi. Et qui nous. Donc du coup, voilà, on a vu notre bébé sous couveuse, intubé évidemment, Ouais. euh, avec des bips de machines partout, dans le noir. Voilà, c'était assez impressionnant, même si enfin, l'avantage, entre guillemets, de ce genre de pathologie, c'est que on est préparé du coup. On sait Oui. que ça va être difficile, alors Et que puis c'est quand pas une tu... surprise à la naissance, C'est quoi. ça, c'est que quand tu te couches prématurément et que d'un coup tu vas tomber dans une couveuse branchée de partout, là, clairement, Ouais. je comprends le traumatisme parce que nous aussi c'est encore très présent dans notre mémoire, quoi, de le voir comme ça. Ouais. Et pourtant, voilà, son voisin de chambre, je me souviens, il faisait 600 grammes, je crois. Ah Donc ouais. vraiment, ouais, la réanimation, c'est quand même un sacré environnement, quoi. Ouais. Et donc, du coup, bon, il avait l'air, voilà, il dormait, évidemment, il était encore dans le coltard, hein, dans une espèce de coma, quoi, finalement.
Et puis bah moi j'ai commencé à tirer mon lait du coup en venant dans la chambre après parce que bah, du coup on n'est pas resté très longtemps parce que bah on était fatigué, on savait que le petit il vient de naître, il a besoin de repos aussi, surtout qu'en plus il vient de se faire opérer, donc vraiment on n'a pas essayé de rester le plus près possible de notre enfant à ce moment-là parce qu'on avait tous besoin de repos. Ouais. Et donc, on est redescendu dans la chambre. Ouais, moi, alors, je voulais pas allaiter à la base. C'était vraiment, dès la... autant, je m'étais pas trop posé de questions sur l'accouchement, mais autant sur l'allaitement, j'étais catégorique, je ne voulais pas allaiter. Et quand on Ok. nous a posé le diagnostic du laparoschisis, en fait, ça a remis en question toute cette décision. Ouais. Parce qu'évidemment, avec des intestins pas en bonne santé, ben, le lait maternel, c'est ce qui reste le mieux, quoi. Ouais. Donc, je me suis beaucoup renseignée, j'ai lu des bouquins sur l'allaitement, j'ai notamment lu un bouquin d'une nana qui s'appelle Le guide de l'allaitement du prématuré et Ok. qui donne plein d'astuces sur le tire-allaitement. Donc, en fait, moi, ce qui me bloquait surtout sur l'allaitement, c'était de voir mon bébé au sein. Vraiment, je faisais une fixette là-dessus en me disant, en fait, D'accord. non, pour moi, c'est ma poitrine, c'est pas celle du bébé. Et j'avais vraiment cette impression que si je lui donnais le sein, c'est psychologique, hein, clairement, hein, mais Oui, oui, mais après, chaque ressenti est légitime, hein. ouais, ouais. Et donc, du coup, j'ai fait une fixette là-dessus. Je me suis dit, bah, de toute façon, dans le cas du laparoschisis, de toute façon, ces rations de lait au début, elles seront minimes et il sera obligé d'avoir du lait par son nasogastrique. Donc, dans tous les cas, je suis obligée Ouais. de tirer mon lait au début. Et donc, finalement, en fait, voilà, j'ai décidé j'ai essayé. Je me suis dit, voilà, on va essayer. Si ça marche bien, bah, tant mieux. Si ça marche pas, tant pis. Dans tous les cas, vu qu'il est prématuré et qu'il en a besoin, dans tous les cas, il aura du lait de mère. Si c'est pas Ouais. mon lait, c'est pas grave. On fera ce qu'on peut, quoi. Donc on remonte dans cette chambre après l'accouchement. Moi, je suis claquée, je me dis je vais dormir. Et mon copain dit ah non, 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 je te branche la machine. Je fais, ah non, tu rigoles, c'est mort. Moi, je me branche pas cette machine tout de suite. Là, j'ai besoin de dormir. Mais c'est vrai que je voulais absolument qu'il ait le colostrum. Ça, c'était la tétée de bienvenue. J'étais pas contre en fait si j'avais un Ok. accouchement lambda. Et donc du coup, bah, j'ai eu les premières gouttes de colostrum en revenant dans la chambre. Donc c'était une petite Ouais. fierté aussi. Et en fait, j'ai continué à tirer mon lait comme ça, du coup, régulièrement. De toute façon, Ok. ben, quand tu es en réanimation avec ton bébé, t'as pas grand-chose d'autre à faire finalement, quoi. Ouais. Donc, bah, au début du mois. Donc voilà, le premier jour de vie, bon, on se lève, on descend en réa, on revoit notre bébé. Cette fois-ci, la lumière un peu plus du jour. On voit qu'il respire difficilement, qu'il respire par la machine. Voilà, on se familiarise un peu avec tous ces bips de machine, les pouces seringues qui font des bip bip de partout. Voilà, Ouais. les infirmiers se présentent à nous. On revoit le pédiatre qui m'avait accueilli pendant la grossesse, parce que je ne l'ai pas dit non plus, mais en fait, pendant la grossesse, on a eu la chance de pouvoir visiter les services de réa et de soins intensifs aussi. Ok. Parce que vous saviez que vous alliez passer par là. Ouais, ouais, ouais. Donc, on avait fait Ok. des pieds et des mains pour avoir un rendez-vous avec la psychologue de la mater pour pouvoir visiter. On savait qu'on y Ok. avait droit. On a fait des pieds et des mains parce qu'on le savait qu'on avait droit, parce que sinon, Ouais. voilà, on nous avait dit qu'il y avait une vidéo sur YouTube à regarder. On l'avait regardée, mais honnêtement, c'était C'est pas assez. pareil. Ouais, ouais, puis un peu choquant, quoi. C'est pas le mot, mais c'était quand même dur de voir des bébés aussi petits en couveuse, Ouais. branchés de partout, quoi. Tu t'imagines ton bébé avec ça, quoi. Et donc, du coup, donc on re-rencontre ce pédiatre adorable. Voilà, on fait connaissance avec les équipes, comment ça fonctionne la réa, que c'est plusieurs équipes, il y a plusieurs comment, services avec d'autres. On n'aura pas une infirmière par jour, mais plusieurs. Ouais. Donc voilà, on nous explique un peu le processus et on nous dit, mais vous inquiétez pas, vous êtes les parents, vous êtes acteurs de votre rôle de parent, quoi. C'est vraiment, on va essayer le plus possible de vous faire faire ce qu'il faut. Ok. Ouais. Donc même changer les couches, on avait le droit dans la petite couveuse, alors c'était assez sportif au début parce que ben changer une couche dans une couveuse, bah, Oui. c'est des petits hublots, quoi. Donc Sur un c'était bébé tout petit quand même, même si c'était pas ouais. un très grand prématuré, t'es quand même pas très gros, donc Ouais, il était pas très grand, puis on n'osait pas lever ses fesses parce que ben il y avait son ventre qui était quand même un peu oui. bleuté par l'opération, ses cicatrices qui étaient au niveau du nombril, donc vraiment Ouais. après voilà, on nous disait vous pouvez prendre la température, faut soulever son bras, donc on prenait sa température et on avait vraiment le droit d'ouvrir la couveuse, on avait le droit de le caresser, de lui parler, de passer un Ouais. max de temps avec lui, vraiment.
vraiment top. Il était intubé, évidemment. Et ce jour-là, on nous dit, bah voilà, le pot à pot, ça va pas être possible parce qu'il est intubé, mais par contre, on peut vous le mettre dans les bras. Et nous, on est tombés des nues, on a dit, ah bon, mais il est branché de partout, comment voulez-vous qu'on le prenne dans nos bras, en fait? Non, mais vous Ouais. inquiétez pas, on va s'y mettre à plusieurs, on va vous le poser sur vous, mais par contre, il faut savoir que c'est des câlins qui durent 3 4 heures, quoi. Oui, c'est pas on le prend 5 minutes, on change de bras, on repasse à papa, à Non, maman. c'est ça, c'est pas possible comme ça. Ouais. Donc, du coup, j'ai enfin l'honneur de prendre mon bébé dans les bras à ce moment-là. Je m'installe dans un fauteuil confortablement avec un gros coussin d'allaitement. Il y avait 5 ou 6 puéricultrices qui s'étaient mis d'accord pour me le mettre dans les bras avec tous les tuyaux scotchés. On nous scotchait les tuyaux sur les bras pour qu'ils ne coûtent pas, tu Ok. sais, pour que les flux se fassent correctement. Ouais. Donc on me met dans les bras, tout ça. Ça se passe plutôt bien. Et puis mon conjoint décide d'aller à la cafétéria chercher des cafés. Et pendant ce temps-là, la machine se met à biper, mais en plus la machine d'oxygène se met à biper dans tous les sens. Et là, je vois plein d'infirmières puéricultrices qui arrivent vraiment au pas de course, qui arrivent, qui le débranchent et qui commencent à prendre des machines manuelles et puis à faire des trucs. Et c'était là, mais madame, ne paniquez pas, tout va bien. Et je dis, Ok. bah oui, je panique pas, je sais même pas ce qui se passe en fait. Et puis au bout de, alors ça paraît hyper long après coup, mais au bout de quelques minutes, on va dire, elle s'arrête, elle rebranche toutes les machines, les machines arrêtent de biper, et là, elle m'explique qu'en fait, il a fait un arrêt respiratoire dans mes bras. Oh, Et alors ok. du coup, et que donc elles ont dû les réanimer, quoi. Je dis ok, bon, heureusement, elles sont hyper professionnelles. Franchement, j'ai pas du tout ressenti le stress à ce moment-là. Donc Ouais. vraiment, je me suis dit, bon voilà, Oui, ça, c'est vraiment après ça y est que tu te dis, j'ai assisté à la réanimation de mon fils, là, quand c'est même. ça, c'est ça. Ouais. Donc le papa remonte et tout. Je pense que je lui en parle à ce moment-là. J'ai plus trop de souvenirs de tout ça. Non, bon, lui non plus, apparemment. Ah, ok. Et moi, en fait, bah, tu sais, les suites de couches et tout, t'es assis pendant 3 heures Ouais. avec ton bébé. Au bout d'un moment, bah, fallait que j'aille aux toilettes, quoi. C'était primordial, quoi. En plus, bah, puis il y avait la cicatrice de la déchirure, tout ça. Donc, au bout de 3 heures, je demande aux infirmières si on peut changer les bras et si c'est papa qui peut prendre. Donc, Ouais. on échange les bras et rebelote, arrêt respiratoire dans les bras du papa cette fois-ci. Ah, ok. Et comme je n'en avais D'accord. pas parlé, bah évidemment, lui, sur le coup, Panique, ouais. ouais, un peu, pas paniqué, mais ouais, on voyait qu'il était pas bien, quoi. Et puis, bah, moi, Ok. j'étais là à côté en train de tirer mon lait, et je me dis, bah, ouais, c'est normal, quoi. Mais c'est T'inquiète, j'ai vrai que bien vu. c'est ça. Mais en fait, c'est vrai que c'est à ce moment-là, on s'était pas encore rendu compte de ce que c'était la réanimation, et en fait, ça a Ouais. pris tout son sens à ce moment-là, quoi. Mais c'est vraiment pas un mot choisi au hasard, quoi. Non, clairement pas. Donc voilà, il est resté intubé que cette journée-là. En fait, il a été désintubé le lendemain. Donc ça a été plutôt D'accord. rapide. C'était vraiment par rapport à l'opération, ça n'avait rien à voir avec la prématurité ou quoi, parce que finalement, Ouais. il se débrouillait très très bien sans la machine. Et ces arrêts, ils étaient dus à quoi? Vous avez su le changement de... enfin, peut-être le Hum, choc, entre guillemets, de changer de bras? alors, de mémoire, il me semble qu'ils nous ont expliqué que c'est parce que justement, il commençait à prendre le dessus sur la machine. Ok. Et donc, du coup, la machine, elle D'accord. paniquait un peu, quoi. Et donc, du coup, voilà, ça marchait plus très bien, quoi. Ok. Mais et en fait, il avait encore besoin de cette respiration artificielle, sauf qu'il arrivait aussi parfois à prendre le dessus sur cette machine, quoi. Il était un peu trop costaud, quoi. C'est ça, c'est ça. Et donc, du coup, ouais, il a été désintubé le lendemain et s'ensuit en fait toute une période en gros, ils peuvent pas être réalimentés tout de suite, les bébés avec un laparoschisis. Ouais. Il faut attendre en gros que le méconium, les premières selles sortent, mais par l'estomac. Ok. Donc, ils ont une sonde nasogastrique donc, qui passe par la narine, qui est reliée directement à l'estomac. Et tous les jours, en fait, toutes les... comment... Je sais pas trop comment ils appellent ça, mais c'était une espèce de liquide vert. En fait, c'était le méconium qui Ouais. ressortait dans une poche par cette sonde, était vidé. Et tous les jours, elle était un peu plus claire. Et le feu vert pour l'alimentation, c'était du coup qu'elle soit vide, complètement vide. Ok. Donc ça, bah, ça a pris une semaine et quelques jours à peu près. Ça a pris une bonne semaine, sachant que du coup, on est resté en réa 6 jours. Et on nous avait dit que clairement, en fait, c'est qu'il y avait de la place en réa, qu'ils n'étaient pas pressés de nous envoyer en soins intensifs, parce que aussi en soins intensifs, il n'y avait pas de place.
Donc en fait, il restait en réa, mais il n'en avait plus vraiment besoin à ce moment-là. Ok. Et comme il était plus intubé, de toute façon, il était encore scopé, il y avait encore ses électrodes et tout ça, mais comme il respirait très très bien tout seul, en fait, il n'y avait plus lieu d'être en réa. Mais Ouais. on y était bien en réa, les équipes étaient cool, on était comme chez nous vraiment. Et Ouais. pourtant, bon voilà, on sait que dans les hôpitaux, il manque de place énormément. Et nous, on était en chambre double, c'est hyper étriqué, t'as l'impression d'être de trop et de les gêner dans leur taf. Et franchement, elles sont au top. Franchement, à la Ouais. fin de la journée, elles ont fait une sacrée cardio, quoi, parce que tu les vois courir dans tous les sens, chevaucher des meubles et des parents, quoi. Tu te dis, bon, voilà, Ouais. c'est assez impressionnant. Et donc, on est passé en soins intensifs, du coup, le service qui est à l'autre bout du couloir, finalement, au bout de 6 jours. Donc, il est né un mardi. Il est né un mardi? Ouais, un mardi, je sais plus. Oui. Il est né un mardi et il est parti en soins intensifs le lundi d'après. Ok. Donc là, voilà, on est passé en soins intensifs. C'était assez compliqué au début parce que, en fait, en partant de l'AREA, on nous a dit qu'on serait en chambre seule parce que justement, on savait que c'était une hospitalisation de longue durée. Ouais. Donc, on nous a dit oui, vous serez en chambre seule. Et en fait, on arrive en soins intensifs en chambre triple. Ah oui, d'accord. Donc, ouais, c'était un petit peu difficile à encaisser. Puis en plus, bah, tu as la fatigue, tu as le stress qui s'accumule. Donc, on sentait que, ben, avec le recul, on sent qu'on a été un peu exécrable quand même avec le personnel médical à ce moment-là, où on était un peu exigeant en tout cas avec ce qu'on voulait pour notre enfant. Ouais. Et donc, on nous a mis là en chambre triple, mais en attendant, on nous a dit, voilà, on vous pose là, un peu dans le couloir de la chambre, pour, dans la journée, vous déménager au fond de la salle. Ça ira mieux. À ce moment-là, vous aurez droit à un lit de camp, parce qu'en en fait, il y a pas de chambre pour les parents, en fait, à l'hôpital de Ouais. Nantes. Les chambres sont vraiment pas faites pour accueillir les parents à dormir, en tout cas. Ok. Exemple tout bête, mais il n'y a pas de douche. Et Ah oui. moi, ben, j'allaitais du coup et j'avais besoin de des douches parce que je faisais de l'hyperlactation. D'accord. Donc j'avais absolument besoin de douche. Donc moi, j'ai jamais dormi à l'hôpital avec mon petit. En fait, ça a toujours été le papa. Ouais. Il a dormi le plus possible là-bas et en fait, il allait prendre des douches à la salle de sport du coin Ok. parce qu'il n'y a pas de douche. Donc et moi, je rentrais à la maison tous les jours. Parce que vraiment, quand je dis hyperlactation, c'était vraiment énorme, hein. Je tirais 1,5 litre par jour. Ah oui, d'accord. J'en pouvais plus, quoi. C'était horrible. Et donc, du coup, on passe en soins intensifs. La poche de ce liquide verdâtre est quasiment transparente. Et au bout de 15 jours de vie, un petit peu moins de 15 jours de vie, on a pu commencer l'alimentation du bébé avec du lait maternel, du coup. Ok, d'accord. Voilà. À raison de 2 millilitres toutes les 3 heures, je crois. Ouais. Ouais, Donc, vraiment c'est rien, quoi. tout petit. Ouais. À la base, il voulait même commencer avec 4 millilitres et il fallait lui donner à la seringue le plus possible Ouais. parce que, bah, comme c'est des bébés qui sont prématurés et bah, à la limite de la prématurité du moins, et qui n'ont pas la tétée tout de suite, ils ont très peur que ces bébés fassent comment ils aient plus le réflexe de succion et qu'ils fassent des troubles de l'alimentation, Ok. là, des troubles de l'oralité. Ouais. Donc, on nous avait briefé aussi sur la tétine, que ça soit important qu'il ait une tétine pour apprendre à téter, pour apprendre à saliver aussi, que la salive allait remettre en route aussi tout système digestif. Ouais. Donc ouais, il a commencé à manger, puis ben, en fait, ça se passait plutôt bien. Donc, tous les jours, on augmentait les doses. 2 millilitres au début, puis 4 le lendemain, puis 6 le surlendemain, etc. Sachant que bah, parfois on va augmenter et parfois on va redescendre parce que ça va pas passer. Donc Ok. nous on était monté jusqu'à 10 millilitres comme ça, et puis on avait dû redescendre à 4 je crois, parce qu'il tolérait pas quoi, des Ouais. ballonnements. Parce qu'à ce moment-là, en fait, à partir du moment où tout se passe bien au niveau alimentation, l'élément décisif pour la sortie de l'hôpital, c'est les premières selles. D'accord. Et bah, évidemment, ça varie d'un enfant à l'autre, mais en plus, quand tu as le côlon à l'extérieur, c'est encore plus long, quoi. Ok. Donc, on augmentait petit à petit les doses de lait tous les jours. On faisait du pot à pot tout le temps. Vraiment, c'était pot Ouais. à pot non-stop du matin au soir. On était très autonome parce que bah, du coup, plus d'intubation, mais il y avait encore des perfs et la sonde nasogastrique, il l'a pas gardé longtemps parce qu'il l'a enlevé et ils ont décidé de Ok. pas lui remettre parce qu'il se débrouillait bien sans.
D'accord. Donc, on était très autonome, on avait le droit de le prendre dans nos bras comme on voulait, pas besoin d'être accompagné d'une puéricultrice. Donc, ouais, si on avait besoin de changer la couche, on avait le droit de le faire sans demander les autorisations et tout ça, quoi. Vraiment, on était très, très autonomisés parce que, ben, en plus, ben, elles ont autre chose à faire, les puères, quoi. Oui. Elles courent dans tous les sens, donc ça les arrange bien quand on est assez autonome, quoi. Il s'en sortait très bien aussi, quoi. Il a vraiment permis Ouais, que tout se passe au ouais, mieux. ouais, ouais, ils s'en sortaient vraiment très bien. Et donc, en fait, bah, il y a eu les premières selles. Alors, en fait, c'était un peu compliqué parce que du coup, on devait lui faire des lavements par l'anus pour qu'il puisse évacuer quand même ce qu'il mangeait parce qu'il mangeait, il Ouais. mangeait, mais il évacuait pas. Donc, et on lui faisait des lavements pour évacuer tout ce qu'il y avait dans le côlon. Et ses premières selles, pour la petite anecdote, il les a faites sur moi. Un jour où j'ai décidé de venir en tramway avec un pull bien rose pâle Ok. et j'étais bien en face et voilà, tout est sorti sur mon pull, j'en avais absolument partout. J'avais pas de pull de rechange et je prenais le tramway. Je me suis dit comment je vais faire. Donc heureusement que c'est mon conjoint dans son sac de sport, il avait un t-shirt sale de rechange là, donc je suis rentrée en t-shirt avec le t-shirt de mon conjoint sur le dos parce que je me voyais pas prendre le tramway torse nu quoi, c'était pas Ouais. possible. Donc voilà, on attendait les premières selles avec impatience. Et en fait, au bout de 3 semaines, donc les médecins sont venus nous voir dans la chambre. À ce moment-là, on était passé en chambre simple quand même. On n'est pas resté très Ok. longtemps dans la chambre triple. Et au bout de 3 semaines de vie, du coup, le médecin, le pédiatre passe nous voir. Donc c'est toujours le fameux pédiatre qui m'a accueilli pendant ma grossesse, le jour de la naissance et en réa. Et il vient me Toujours là. voir, il vient nous voir et il nous dit, bah voilà, votre garçon, bah, il se débrouille vachement bien. Et on pense déjà à une Ouais. sortie. Ok. Et là, on l'a regardé, on lui a dit non, mais vous rigolez, c'est pas possible. On nous a annoncé entre 6 mois et 6 semaines et 6 mois d'hospitalisation. Là, ça fait que 3 semaines. Il dit non, non, Ouais. mais vraiment, il se débrouille vraiment bien. C'est assez rare, mais ouais, on va voir encore un petit peu comment ça se passe quand même, hein. On vous dit pas qu'on vous sortez dans la semaine non plus, mais c'est sur la bonne voie. Et en Ok. effet, une semaine après, on était sortis, quoi. Ah ouais. Ouais. Ah ouais. Vraiment le parcours, au final, dans ce malheur, entre guillemets, vous avez le parcours idéal, quoi. Ouais, complètement, complètement. C'est un parcours plutôt idéal, quoi. Ouais. Il y a eu un peu de complications après coup, en fait. Mais à partir de la naissance, franchement, en fait, ça a été une grossesse magique, un accouchement magique et une hospitalisation plutôt magique aussi, finalement, quoi. Oui, au final, ouais, dans cette épreuve, vous avez eu tous les feux verts, quoi. Ouais, 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 ouais. Franchement, on a eu vraiment beaucoup de chance. On a une petite étoile là qui nous aidait bien. Mais c'est vrai qu'on n'y croyait pas quand on nous a annoncé qu'on allait sortir. Ouais, Ouais. on se disait que c'était pas possible, quoi. Et du coup, lui, il en a pas gardé de séquelles, du coup, de cette anomalie? Alors en fait, c'est plutôt bien fait parce que bah, comme il a eu l'opération de réintégration en une seule fois, les chirurgiens font ça très bien. Et ce petit trou là par lequel les intestins sortent, non, on sait qu'à la naissance, ça faisait quand même 2 centimètres de largeur, ce qui est quand Ah même oui. de diamètre, donc c'est quand même assez conséquent par rapport à la taille Ouais. du bébé. Et en fait, Ok. ils referment ce petit trou et ils prennent le cordon ombilical avec. Et donc, du D'accord. coup, aujourd'hui, il a un nombril, en fait. Il a pas de- enfin, il a une cicatrice, mais c'est son nombril, quoi. Ok. Donc, quand le cordon ombilical est tombé, ce qui a mis un peu plus de temps, du coup, tous les fils étaient dedans et c'était pas des fils résorbables, mais en fait, les fils sont tombés avec le cordon ombilical. Bah, quand on est sorti de l'hôpital, en gros, il est tombé à la maison. Donc, Ouais, ouais, donc physiquement, il garde rien. non. Et au niveau du transit, il a pas de souci, il n'aura pas de souci, c'est Alors, bon, résolu par l'opération. ça reste des enfants qui ont une fragilité intestinale dans tous les cas. Alors, il y a des choses qui sont pas. Enfin, en fait, d'après les médecins, il n'y a pas de séquelles. Mais bon, évidemment, nous, en tant que parents, on n'est pas d'accord. Parce que eux, ce qu'ils appellent séquelles, c'est vraiment séquelles graves. Ouais, Mais on voit bien que le transit, parfois, fait des caprices sur effectivement. des Ouais, choses qui nous paraissent vraiment tirées par les cheveux, quoi. Nous, il est souvent constipé avec des épinards, alors que c'est connu que les épinards, quand tu es constipé, si tu en manges, ça va mieux. ouais, Donc, ouais, nous, c'est plutôt l'inverse. C'est un peu bizarre. Les bananes qui sont censées constiper, lui, ça lui fait rien. C'est des petits détails comme ça.
Il faut savoir aussi que au bout d'un mois, on est sorti de l'hôpital et au bout d'un mois, on y est retourné pendant une semaine parce qu'il faisait des rectorragies. Alors, c'est du sang dans les selles. D'accord. Euh, mais vraiment, c'était pas des petites traces de sang, quoi. C'était Ouais. vraiment Ils appellent ça, de toute façon, des coulis de framboise, hein. À l'hôpital, c'était Ah, ok, vraiment, d'accord. pour te donner une image. Ouais. Et donc, du coup, bah, la panique, clairement, moi, je me disais, ça y est, on va devoir lui rouvrir le ventre, aller Ouais. voir, peut-être que ça a nécrosé, j'en sais rien. Et ils nous ont dit, ah, bah, c'est probablement une allergie aux protéines de lait de vache. Ok. Donc, comme j'allaitais, j'ai arrêté de manger des protéines de lait de vache. Ils m'ont dit, ah, ça va se résorber, d'ici 15 jours, vous verrez les effets. Et finalement, en fait, les rétorragies ont duré 5 mois. Ah oui. 4 mois, pardon, mais bon, 4 ou 5 mois finalement. C'était très long parce qu'en fait, Ouais. c'était bah, dès qu'on changeait une couche de sel, c'était des couches de sang avec. Et D'accord. c'était très bizarre, c'était devenu notre nouveau normal en fait. Au début, tu changes des couches de sang et tu te dis, bah, c'est horrible. Et puis à force, c'est Ouais. devenu une habitude, quoi. Donc, ils nous ont dit que c'était les protéines de lait de vache. Et puis, donc, j'ai arrêté 2 mois, ça n'a eu aucun effet. D'accord. Il y a eu toujours eu des rectorragies. Donc, on a retardé tout ce qui est diversification, tout ça, en se disant que ça allait pas lui faire du bien. Et puis, au bout d'un moment, moi, j'ai repris les protéines de lait de vache quand même. J'ai continué à allaiter et ça n'empirait pas les choses non plus. Donc, non, on n'y croyait pas que c'était les protéines de lait de vache. Clairement, on se disait, non, il y a Ouais. eu autre chose, quoi. Et ce qu'ils soupçonnaient aussi à ce moment-là, mais qui n'était pas visible aux échographies, c'était une invagination. Une invagination, c'est en gros les intestins qui se re-rentrent à l'intérieur d'eux-mêmes. Il faut imaginer un gant en latex que tu enlèves très vite et que du coup, tu sais, Ouais. il se replie sur lui-même. Bah, ça fait ça Ok. avec les intestins. Donc en fait, ils ont soupçonné ça, mais comme aux échographies, il n'y avait rien, bah, ils ont dit, bah non, c'est pas ça, c'est les protéines de lait de vache. Et finalement, bah, c'est la diversification qui a arrangé les choses parce que il y a un jour, on a changé une couche sans savoir que c'était la dernière couche où il y avait du sang dedans, quoi. Ok. Donc c'était une plutôt belle surprise. Donc alors c'était horrible parce qu'on devait prendre des photos de ces fameuses couches pour envoyer au médecin. Il fallait aussi, on avait dû installer une application pour mettre les couleurs de sang, de sel dans l'appli pour tenir des comptes quoi. Dès qu'on voyait les médecins, Ouais. donc on voyait le pédiatre, on voyait tous les mois. On allait au CHU tous les mois jusqu'à je sais plus jusqu'à ces 8 mois au moins je pense. Ok. Et puis ouais, les rectorragies ont disparu du jour au lendemain et je pense que ouais, la diversification a dû aider. Donc voilà, après, bon, est-ce que c'est lié au laparoschisis? On ne le saura jamais. J'ai quand même tendance à penser que oui. Ouais. Et puis, bah, une invagination, il en a fait une vraiment, pour le coup, en novembre dernier, là, en novembre 2023, où D'accord. vraiment, je j'ai rien vu venir non plus, parce que bah, il a fait une journée normale. Au contraire, il avait des selles assez régulières, il en avait 4-5 par jour ce jour-là. Et puis pendant son goûter, il s'est mis à hurler. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je me suis dit, c'est mordu la langue, c'est mordu la joue, Oui. je ne sais pas. Et en fait, je le voyais qu'il était pas trac, qu'il était pas bien. Du coup, je dis, bah viens, on va prendre un bain, ça va te faire du bien. Puis dans le bain, je le voyais, il était vraiment amorphe. Jusqu'à ce qu'il vomisse, mais bah, il a vomi. Non, bah, il a vomi ce qu'il a mangé, quoi. Vraiment, c'était Ok. juste pas digéré. Et donc, du coup, dans le doute, on nous avait toujours dit, bah voilà, s'il vomit, si vous avez le moindre doute, n'hésitez pas à venir aux urgences. De toute façon, il est suivi ici. On Ouais. connaît son parcours, tout ça. Donc, on y va. Et aux échographies, en effet, alors je me suis dit, arrivé aux urgences, il vomissait plus, il dormait, donc je me suis dit, bah ça va mieux. Mm. J'ai dû monter la tête, c'est une gastro, voilà, on est venu pour rien. Et non, aux échographies, ils m'ont dit, ah non, non, vous n'êtes pas venu pour rien, parce qu'en fait, il doit aller au bloc en urgence, là. Il fait Ok. une invagination, quoi. Donc, ouais, c'était un coup de massue, encore une fois. Ouais. Après, c'est une opération qui se fait par les voies naturelles, soit radiographie, donc il n'y a pas eu besoin d'ouvrir son ventre pour voir ce qui se passait. D'accord. Mais il a quand même été réhospitalisé 5 jours parce que justement, il soupçonnait par derrière qu'il fasse une occlusion intestinale Ok. et parce qu'il vomissait vert, justement. Et quand on vomit vert, c'est parce qu'on commence à vomir aussi nos excréments, quoi. Ok. Donc il soupçonnait ça et en fait, il s'avère il avait un gros rhume et donc du coup, il avait des ganglions dans les intestins.
Nous, les D'accord. ganglions, la plupart du temps, on les a dans la gorge quand on est malade et tout ça. Et en fait, les ganglions, ils vont juste se poser là où il y a une fragilité. Et là, ils s'étaient Ok. posés dans les intestins, quoi. Donc, c'est pareil, une invagination, ça peut arriver aux enfants de moins de 3 ans sans pathologie digestive. Mais bon, est-ce que le laparoschisis n'a pas aidé, entre guillemets, Oui, forcément, à en s'il est faire une? fragile à ce niveau-là, la moindre Ouais, petite chose qui passerait toute seule chez un enfant lambda, entre guillemets, ça prend des conséquences assez importantes chez lui, quoi. c'est ça. Et en plus, à sa naissance, on nous avait vraiment briefé sur le fait que ben, quand on touche à des intestins, et même si c'est pas dès la naissance, même quelqu'un qui va aller faire une coloscopie, en fait, à partir du moment où on touche aux intestins, bah, du coup, ils deviennent plus fragiles et du coup, il y a des risques d'occlusion intestinale, il y a des risques Ok. d'invagination et tout ça. Donc, clairement, je pense que s'il a fait tout ça, c'était dû au laparoschisis, quoi. Ouais, c'est ça. Mais bon, globalement, après, il s'en sort très bien. Aujourd'hui, il est vraiment allergique aux protéines de lait de vache pour le coup. Ok. Il a un régime sans protéines de lait de vache. Donc, même au niveau du lait maternisé, parce que maintenant, je ne l'allaite plus. Mais même au niveau du lait maternisé, il a un lait vraiment, on appelle ça un hydrolat, je crois, un hydrolysa, pardon. Et Ok. c'est en gros, c'est un lait où toutes les particules de protéines de lait de vache sont explosées en microparticules et du coup, il est plus digeste. Voilà. D'accord. Donc c'est un lait, voilà, c'est un lait forcément sous ordonnance, voilà, Ouais. qui est pris en partie en charge par la Sécu et tout ça, quoi. Ok. Ouais, donc c'est quand même un travail de longue haleine et Mm. c'est pas juste anecdotique à la naissance, quoi. Non, non, bah après, bon voilà, on est très conscient, on est bien conscient voilà, on a eu de la chance, qu'il s'en sort très bien aujourd'hui, voilà, il a 20 mois, il est toujours, voilà, il n'a pas l'air malade du tout, clairement pas. Ouais. C'est pas écrit du tout sur son front qu'il a vécu tout ça. Même sur son ventre, en fait, et c'est là aussi où les médecins nous ont dit c'est important que la nounou soit au courant, qu'il aille pas en crèche, d'ailleurs, qu'il évite aussi les crèches parce Ok. que bah, beaucoup de microbes, beaucoup de gastro. Donc, Ouais. éviter qu'il ait la gastro. Et voilà, faut qu'il soit alerté sur le fait que si un jour il vomit vert, bah, c'est une urgence vitale pour lui. Ouais. Parce qu'on pourrait croire qu'il ait mangé des épinards alors que c'est pas le cas. Parce que sur son ventre, bah, c'est pareil, sa cicatrice, elle est tellement peu visible, vu que c'est son Ouais. nombril, ben, qu'à l'école, s'ils sont pas au courant, ouais, ils vont se dire, bah, il a mangé des épinards, et puis voilà, quoi. Ouais. Donc, Ouais, ouais. Mais forcément. bon, on a beaucoup de chance, parce que bah, du coup, avec nous, en tout cas, ça nous a beaucoup travaillé, ça nous travaille encore beaucoup, c'est encore très, très présent dans notre vie. Et en fait, il n'y a pas d'association qui existe en fait. Alors maintenant, si du coup, mais il n'y avait pas d'association qui existait en France pour accompagner les parents avec des enfants avec cette pathologie. Et donc, du Ouais. coup, ben, on a décidé, nous, de créer une association pour accompagner au mieux les parents qui attendent un bébé avec un laparoschisis. Parce que, ben, encore une fois, on a de la chance, c'est détecté à la première échographie. Ça se voit alors que le bébé, il fait à peine quelques centimètres, donc c'est quand même assez incroyable. Oui. Alors que bah, il y a 35 ans, bah, on détectait ça soit à la naissance, soit tardivement dans la grossesse, quoi. Ouais. Donc on est bien conscient qu'on est déjà dans un pays développé où tout se passe plutôt bien. Certes, il y a des cas où ça se passe pas bien, où ça se passe moins bien, mais c'est vrai que nous, là-dessus, on a un parcours plutôt chouette, quoi. Oui, c'est sûr. Mm. Ok. Et du coup, avec ton association, tu soutiens les familles dans ce cas de figure. Ouais, on essaye de faire ça. Alors, elle est toute récente, hein, l'asso, on l'a montée en septembre de l'année dernière. Ok. Après, il y a toujours un peu cette question, on se sent presque pas légitime parfois parce que notre parcours est vraiment parfait, quoi, on va dire. Ouais. Et donc, du coup, bah, là, on commence à grandir un petit peu, où on a des ambassadeurs et des ambassadrices en France, avec justement D'accord. des parcours plus compliqués, beaucoup plus compliqués, avec des enfants qui ont été opérés une dizaine de fois en très peu de temps, avec des réintégrations qui ne sont pas bien passées. Voilà. On, voilà, on a des ambassadeurs un peu partout sur le territoire maintenant. Ah, partout, non, mais on en a quelques-uns en tout cas, Ouais. pour justement pour pouvoir soutenir, alors déjà psychologiquement, les Oui. personnes qui vivent ça, parce que c'est vrai qu'on a toujours ce sentiment d'être incompris en fait dans ce genre de grossesse. On se dit tant qu'on le vit pas, en fait, on peut pas comprendre. Et même si voilà, on a rencontré d'autres parents avec d'autres pathologies où le bébé c'était des cardiopathies,
on se dit que oui, ils ont vécu des choses similaires, mais en fait, on a toujours vraiment cette impression d'être incompris. En fait, quand je discute avec d'autres Ouais, mamans, on a vraiment tout un peu cette impression-là. Et donc, du coup, c'est pour ça aussi qu'on a lancé aussi, nous, des podcasts pour interviewer des mamans avec d'autres parcours bien différents pour montrer que tout n'est pas toujours tout beau et tout n'est pas toujours tout noir non plus. ouais, Et soutenir comme ça psychologiquement les familles et aussi les soutenir matériellement. Parce que nous, même si on n'habitait pas très loin, on n'a pas de famille dans le coin, donc c'est vrai que le midi, en fait, on s'oubliait un peu, mais on se disait, il faut quand même qu'on mange, tu vois, quand ouais. l'enfant est à l'hôpital. Et donc, du coup, ce qu'on avait fait, c'est que la nourrice de notre fille, de notre fils, pardon, je vais y arriver, elle est traiteur, donc on lui avait commandé des repas pour une semaine. Et en fait, parce qu'on n'a pas le temps de se préparer à manger. Et vraiment, Oui, c'était, moi, je sais, je rentrais à la maison, fallait que je me lave, que je tire mon lait, que je m'occupe des animaux, j'aille me coucher. Puis dans la nuit, je mettais mon réveil pour tirer mon lait, parce que sinon, le lendemain matin, fallait que je change les draps, en fait, parce que c'était plus ouais, possible. Puis le lendemain matin, rebelote, tu tires ton lait, tu petit déjeunes, tu t'occupes de tes animaux. Et du coup, tu n'as pas le temps de te faire à manger et tu t'oublies un peu. Et donc, ouais, du coup, on se disait, une association aussi pour récolter des dons et puis préparer des repas aux familles, en fait, quand leur enfant est hospitalisé. Comme ça fait une charge mentale en moins, en fait. ouais, forcément. Ouais, donc c'est pour ça aussi qu'on voulait créer l'association. Et si elle est née, c'est parce qu'on a justement aidé deux familles ici à Nantes qui attendaient des bébés avec un laparo et on l'a fait pour eux. En fait, on leur a apporté des Ok, repas. On allait, même comme on n'est pas très loin, on allait même juste boire un café, on les emmenait au oui, restaurant, juste pour leur changer les idées, tu vois. Et, ouais, euh, forcément. et donc, du coup, en discutant avec eux, ils nous ont dit, ah, c'est quand même dingue qu'il n'y ait pas une association qui existe et tout. Ah, pourquoi vous feriez pas ça? On vous voit bien là-dedans, machin. Et bon, c'est vrai que ça a été une longue réflexion parce que c'est quand même pas mal de travail. Mais ouais, voilà, c'est pour aider, en tout cas, montrer aux gens qu'ils sont pas seuls et que on a le droit de se sentir anéanti, même si tout est bien qui finit bien. Ouais, je vois. Et ben en tout cas, bah, bravo pour ce mouvement et cette création. Et puis merci beaucoup à toi d'en avoir parlé avec moi. On va essayer de partager un petit peu plus sur cette pathologie et en apprendre plus aux autres. Et puis je redirigerai bien sûr les gens vers ta page. Comme ça, si d'autres sont concernés, bah, ça permettra de nous faire grandir. C'est gentil. Merci à toi, en tout cas, de m'inviter dans ton podcast. Et puis, merci pour ton écoute, en tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si jamais il t'a plu et que tu souhaites aider le podcast, n'hésite pas à laisser une petite note sur l'application d'écoute sur laquelle tu es actuellement ou un petit commentaire. Ça me ferait très plaisir et ça peut être d'une grande aide pour aider le projet à avancer. En attendant, je te retrouve mercredi prochain pour une nouvelle histoire d'accouchement.